Cher Jean-Pax Meffrey, je me souviens, adolescent, d'avoir lu au dos de l'un de vos albums que nous écoutions en boucle le soir avec mon frère, plutôt que de travailler nos maths, un petit bout de biographie qui m'avait marqué. Il s'appelle Jean comme tout le monde, Pax comme personne et Meffrey comme son père. Il est né en Algérie, sous le soleil et le signe de la Vierge. Il a grandi avec la mer pour horizon. Un jour, le soleil est tombé dans l'eau et Jean-Pax Meffrey a fait naufrage en métropole. Cette phrase m'avait marqué et effectivement, elle résume bien votre histoire, marquée du sceau de la fin tragique de l'Algérie française. Vos premières chansons ont d'abord parlé de cette Algérie que vous avez tant aimée et qui ont d'ailleurs ému un nombre immense de Français. Nous avons eu l'idée ce soir de croiser votre regard avec celui d'un historien dont l'œuvre et le travail consistent depuis 20 ans à remettre l'histoire à l'endroit, la sortir de ses anachronismes, de ses manichéismes et de ses dictates idéologiques. Jean Sévillia l'a fait, vous l'avez fait sur toutes les idéologies et les conflits qui ont marqué douloureusement le XXe siècle et très récemment celui de l'Algérie. Cher Jean Pax, vous avez plus qu'un prénom en commun. Vous avez d'abord été journaliste ensemble au Figaro Magazine pendant plus de 30 ans, ce qui fait de vous deux très jeunes garçons. Vous êtes tous les deux des écrivains talentueux et vous êtes classés depuis longtemps dans le camp de la dissidence. Et d'ailleurs un peu malgré vous, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Ce soir, au croisement de l'histoire et de la mémoire, vous allez nous raconter cette belle mais tragique histoire des 130 années de présence française en Algérie, l'un comme historien et l'autre comme témoin. Un immense merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Très bonne soirée à tous. Pour parler de l'Algérie, il faut, et notamment de la fin de l'Algérie française, il faut d'abord parler d'histoire. Parce que le conflit qui est survenu dans les années 50 a trouvé ses racines aussi dans l'arrivée, dans la conquête de l'Algérie. Et j'aimerais, Jean Sévillia, que vous nous traciez assez rapidement, on va dire, les 100 années les 100 années de présence de la France en Algérie, qui a débuté d'abord par sa conquête, et puis ensuite par l'arrivée des Européens qui ont progressivement bâti aussi cette histoire. Alors ça fait une demi-seconde par décennie, ça va être un peu compliqué. Alors la France débarque à Alger en 1830. Il n'y a pas vraiment d'idée conçue. Alors l'Alger, c'est une ville, c'est une bande côtière. La région d'Alger, c'est une principauté qui dépend de l'Empire ottoman. Nous prenons Alger assez facilement. Il n'y a pas de plan derrière. Il n'y a pas de véritable pensée directrice. La France voulait faire un coup politique. Il y a des raisons internationales, géostratégiques. On voulait damer le pion aux Britanniques en Méditerranée. Il y a un conflit entre la régence d'Alger et la France à propos d'une dette de blé qui n'était pas payée. Par parenthèse, c'était la France qui était plutôt en tort. On avait acheté du blé aux Algérois sans le payer. Il y a des raisons politiques intérieures. Ça se passe sous Charles X et Polignac. Le gouvernement est difficile et lancer une expédition militaire victorieuse à l'étranger permet de redorer le blason d'un gouvernement. On conquiert Alger facilement. Et puis il y a un temps de compromis entre les indigènes et les Français. Indigène est un terme qui n'a pas de connotation morale, je le précise, c'est un terme d'époque. Ce compromis, on tient la côte et les indigènes tiennent l'intérieur, est rompu en 1837 et commence la guerre de conquête proprement dite, qui va se terminer en 1847, une guerre de 10 années. Gagné par la France, et après la reddition d'Abdelkader, qui est un émir, c'est-à-dire un chef à la fois politique et religieux, qui a unifié la plus grande partie, pas la totalité, des tribus qui formaient le territoire qui va devenir l'Algérie. Pourquoi qui va devenir l'Algérie ? Parce que c'est la France qui, une fois qu'elle s'installe sur ce territoire, va créer l'Algérie. L'Algérie n'existait pas en tant qu'État
unitaire. C'était un territoire composé de multiples tribus parlant des langages différents, ayant des traditions différentes. La France trace les frontières de l'Algérie, trace les routes, construit des ports, construira plus tard des barrages, un chemin de fer. La France donne véritablement son unité à ce pays, elle crée ce pays. Et donc sur les traces de l'armée française vont arriver des Français. Après différentes formules qui ont été essayées, la France va décider de faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Et donc vont arriver des Français, mais les Français vont être en petit nombre en réalité, puisque les Français de France vont être peu désireux de s'installer en Algérie, qui est un pays difficile, où il y a énormément d'épidémies au départ, beaucoup d'insécurité encore. Et donc les gouvernements successifs vont faire venir des Européens d'Espagne, d'Italie, de Malte, de Suisse, d'Allemagne, d'Alsace en 1871, ce qui fait que les 2/3 des Français d'Algérie, en réalité, sont des Européens d'origine. Ils vont devenir français, évidemment, avec le temps et avec la législation. Ils vont même devenir des hyper-français, puisqu'il y aura un hyper-patriotisme des Français d'Algérie au XXe siècle. Et donc se construit comme ça une société, mais qui va être une société... les indigènes ont été soumis, mais il y a une force indigène qui est là. Alors, il y a un compromis franco-musulman qui s'opère sous l'égide de l'armée française, qui va être fortifié par 2 guerres mondiales, en 14-18 et en 39-45, mais surtout les années de la libération, 43-44. Nous utilisons des troupes qui viennent du Maghreb, ce n'était pas l'expression qu'on employait à l'époque, dont des troupes d'Algérie, et donc sous l'égide de l'armée, dans le cadre militaire, il y a un véritable compromis franco-musulman qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a les officiers qui ont servi avec des hommes indigènes, ont aimé ces hommes, et les indigènes ont aimé ce commandement français. Voilà. Mais cette société, malgré tout, une société qui est une société duale, d'une certaine manière. Il y a les Français d'Algérie qui sont numériquement en nombre inférieur, et la différence va ne faire que se creuser pour arriver aux années 50 à un rapport de 1 à 9. Schématiquement, en 1960, il y a 10 millions d'habitants en Algérie, 1 petit million d'Européens et 9 millions d'Arabo-musulmans. Voilà. Et puis une sociologie un petit peu différente. La majorité des Européens avec le temps vont être des citadins, alors que les premiers étaient des colons, des agriculteurs. La majorité des musulmans, à l'inverse, sont des ruraux. Et puis, il y a une différence culturelle forte, évidemment, qui est liée notamment, évidemment, à la religion, à l'islam, qui est celle des indigènes. Et alors, ce n'est pas une volonté discriminatoire, c'est une volonté, au contraire, par respect pour les indigènes, pour leurs traditions culturelles, leurs traditions religieuses. On a permis aux indigènes d'avoir un statut dérogatoire alors qu'ils sont français. Ils ont un statut dérogatoire qui leur permet d'être gérés dans leur vie quotidienne, familiale, par la loi islamique. Mais le résultat, c'est qu'ils ne sont pas soumis au Code civil français, et ce qui fait qu'on ne leur reconnaît pas la pleine citoyenneté. Et donc il y a cette ambiguïté, cette curiosité que sur un territoire qui est décrété français, puisqu'en 1848, l'Algérie est devenue 3 départements français, on a 2 types de populations. Et par rapport au projet républicain, qui est un projet universaliste, il y a une sorte de contradiction. Il y a 2 types de populations. Et dans les Européens qui sont nationaux français et citoyens français pleinement, et les indigènes qui sont nationaux français, mais pas pleinement citoyens. Alors, il y aura des volontés de réforme pour essayer de faire diminuer cette différence, mais elle se heurtera à beaucoup d'oppositions, des oppositions politiques, des oppositions locales, des oppositions souvent des élus des Français d'Algérie. À mon sens, il y a eu des erreurs qui ont été commises par eux. Et le résultat, c'est que cette différence va s'exacerber. Alors, dans l'entre-deux-guerres est née dans le grand vent, alors que la décolonisation va commencer à souffler, elle va vraiment s'exercer, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un indépendantisme algérien qui naît dans l'entre-deux-guerres, qui va se transformer en nationalisme et qui va, pour une partie, se radicaliser avec les difficultés nées de la Seconde Guerre mondiale. Les indigènes ont vu les Françaises divisées, gaullistes et pétainistes. Le colonisateur, puisqu'il y avait quand même un statut
le colonisateur, objectivement, même si légalement, ce n'était pas une colonie. Le colonisateur était vaincu en 1940 par les Allemands. Ça fait mauvais effet dans la mentalité arabe. Un colonisateur vaincu, c'est un colonisateur qui est moins fort. Enfin, voilà. Tous ces éléments-là vont sécréter un nationalisme algérien qui va se fédérer et devenir, dans son noyau dur, le Front de libération nationale, qui est formé assez tard, à l'été 1954. Mais à mon sens, malheureusement, l'idéal, évidemment, aurait été d'éviter que survint la guerre d'Algérie, mais tout s'est mis en place pour que le drame qui va éclater en 1954, qui va s'achever dans la tragédie en 1962, malheureusement, beaucoup d'éléments se sont mis en place pour mettre en route ce drame. Avant que je me tourne vers Jean-Pax Meffray pour que voilà, Jean-Pax, vous nous racontiez aussi l'arrivée de votre famille en Algérie au XIXe siècle. Éventuellement, vous auriez pu inciter sur 2 points qu'on découvre dans votre livre. C'est d'une part qu'on a conquis très violemment l'Algérie au XIXe siècle et qu'il y a eu peut-être aussi cette histoire de notre arrivée qui est passée dans les familles indigènes et qui ont peut-être aussi construit cette espèce de ressentiment et peut-être plus tard un désir de vengeance. Et par ailleurs, assez étonnamment, les Français n'ont pas été attirés par l'Algérie, puisque, comme vous le rappeliez, ce sont beaucoup d'Italiens, d'Espagnols qui sont arrivés en Algérie au XIXe siècle. Et même, je dirais que les Français et Européens qui sont venus en Algérie, qui au départ voulaient plutôt cultiver la terre, se sont rendus compte que c'était souvent, ça se soldait par des échecs. Et c'est là que cette population en fait, est devenue très urbaine. Et c'est ce qui a peut-être aussi contribué à créer un fossé entre la population rurale plutôt indigène et la population urbaine plutôt européenne. Alors pour ce qui est de la mémoire indigène, en effet, c'est quelque chose que j'ai découvert, je reconnais, en travaillant ce livre. Un historien apprend quand il traite un sujet. Il y a de nombreux travaux d'anthropologues, de sociologues, d'historiens. On s'est aperçu qu'en fait, au fond, la guerre de conquête de 1837-1847 a été une guerre dure. On considère que la population indigène devait faire 3 millions d'habitants à peu près, et le nombre de morts de la guerre de conquête, c'est autour de 300 000 personnes. C'est 1/10 de la population. Alors attention, si on veut des comparaisons historiques, la France n'a pas fait une guerre de type colonial, elle a fait une guerre de type révolutionnaire. Une guerre révolutionnaire, c'est-à-dire que Bugeaud, qui dirigeait la guerre de conquête, était un homme qui a été formé par Napoléon, qui a fait la guerre d'Espagne de Napoléon en 1808-1809, et qui applique en Algérie, au fond, les mêmes méthodes, les méthodes consistant à ne pas distinguer entre la population combattante et la population civile. Ce sont les méthodes des colonnes infernales en Vendée en 1793. On fait une guerre de type révolutionnaire. Et donc, cette guerre est très coûteuse, et les Français vont oublier le coût de cette guerre, le coût humain, parce que les militaires, ils se succèdent, et puis ensuite, les civils qui arrivent, les Français qui vont arriver, ne sont pas au courant de cette guerre. Mais je me suis aperçu qu'il y a une mémoire orale, une tradition orale familiale qui a conservé très, très, très longtemps, pendant plus d'un siècle pratiquement, la mémoire de la violence de cette guerre. Et en souterrain, dans la population arabo, et même chez les arabo-musulmanes, dans la population kabyle, c'est la même chose, il y a la mémoire d'une sorte de le français, quelque part, c'est l'autre, c'est celui qui a fait l'intrusion, une intrusion violente dans la maison de l'islam, en fait, puisqu'il y a une perception aussi religieuse de cette réalité-là. Et tout ça, en souterrain, ça va ressortir au moment de la guerre d'Algérie. Il ne faut pas oublier que l'Algérie n'a jamais été totalement pacifiée. Les villes, oui, enfin, sauf au moment, évidemment, quand va éclater ce que nous appelons la guerre d'Algérie. Mais alors qu'on est sur un territoire français, donc 3 départements français, le ratio de militaires, la présence de l'armée est 10 fois plus forte que dans n'importe quelle autre région ou département de la métropole. C'est-à-dire que l'élément militaire a toujours été présent en Algérie de manière très nette. Alors, on craignait aucune invasion de l'extérieur. Ce n'était pas le Maroc ou la Tunisie qui étaient des protectorats français qui allaient envers l'Algérie. C'est qu'en réalité, il y avait une sorte de danger ou de crainte sous-jacente chez tous les gouvernements successifs de soulèvements. Et d'ailleurs, il y a toujours eu des petits soulèvements localisés jusqu'à la guerre de 14. Donc c'est un pays qui est pacifié, mais qui n'a jamais été totalement pacifié. Il y a toujours eu un rapport, le français et l'autre, voilà, et l'indigène. Voilà.
qui, alors Jean-Pac le dira dans un instant, qui avec le temps s'est pacifié, voilà. Mais jusqu'à la guerre de 14, ça reste quelque chose de très conflictuel. Voilà. Alors, votre deuxième question, c'était, pour faire très vite... Entre la population rurale plutôt indigène et la population urbaine plutôt européenne. Sociologie très rapide mais Jean-Pac ensuite en donnera son témoignage familial. Contrairement à l'idée qu'on a maintenue, la mémoire anticolonialiste, le Français d'Algérie n'est pas un homme riche. Il y a eu quelques grandes fortunes chez les Français d'Algérie, mais les gens qui sont arrivés au départ, c'était des petits paysans, des petits agriculteurs qui se sont installés, puis finalement c'est un pays difficile, et finalement au fil du temps, ils sont devenus plus des urbains. En 1950, la sociologie est très nette, les chiffres sont là, 80% des pieds noirs des Français d'Algérie sont des ruraux, c'est des citadins, pardon, et les musulmans sont à l'inverse, 80% des ruraux. Et cette population de Français d'Algérie, en 1950, là aussi on a les chiffres, est en moyenne, son niveau de vie est inférieur de 30% à celui de la métropole. Les Français d'Algérie, c'est une immense population, pas une immense, c'est une grande population de gens, de petites gens, je dirais, le terme n'est pas péjoratif, ce sont des gens simples, modestes, petits commerçants, petits artisans, fonctionnaires. Et donc, c'est évidemment un monde, mais qui est là depuis la troisième, quatrième, cinquième génération pour certains, et qui va maintenant, même en dépit de cette différence entre les deux communautés, et le problème, c'est que cette différence est moins sentie en ville, justement, parce qu'en ville, les Français d'Algérie sont beaucoup plus nombreux. Ils ont l'impression, Jean-Pac, moi j'en parle, je n'ai pas connu ça, mais enfin évidemment, mais vous alliez à Alger en 1950, c'est une ville, il y a l'opéra, il y a l'université, il y a des banques, on est dans une ville européenne. Et si en revanche, si on allait au fin fond du bled, on faisait 1200 km, on tombait dans des tribus qui vivaient à peu près comme vivaient leurs ancêtres 500 ans auparavant, à peu de choses près, sans différence. Voilà. Donc il y a deux mondes. Évidemment, les Français d'Algérie sentent moins, c'est au fond de ceux qui vont être au plus, d'ailleurs, les départs, ceux qui vont être les premières victimes de la guerre, européennes de la guerre, ce sont des ruraux qui sont isolés et qui vont être au contact. Il faut attendre assez tard, on va le dire sans doute tout à l'heure, 56, 57, quand commence la bataille d'Alger, pour que la majorité des Français d'Algérie, qui sont des citadins, sentent véritablement le problème. Alors Jean-Pac Meffrey, nous avons devant nous un Français d'Algérie, ou pied noir, mais je crois que souvent les pieds noirs aiment bien être aussi appelés Français d'Algérie, vous nous le direz. Votre famille donc est arrivée au 19e siècle en Algérie. Alors racontez-nous ça, je crois plutôt par votre père que vous avez été pied noir, puis votre mère. C'est l'inverse, par la famille de votre mère, pardon. Et votre père qui l'a rejoint. Non, du côté de ma mère, c'est ce qu'on appelait les transportés. D'accord. De la révolution de 48. Ils ont été envoyés en Algérie en 1850 et on leur a donné... D'abord, ils sont allés jusqu'à la Méditerranée dans des péniches. Et en arrivant, il fallait 10 à 12 semaines avant d'atteindre la Méditerranée. Et ensuite, ils sont partis en bateau jusqu'à Alger, où ils ont été pris en charge dans des diligences et envoyés en Kabylie. Et donc, pourquoi sont-ils partis en Algérie? Pour un but précis? Ils étaient condamnés. C'était les condamnés de la première commune. D'accord. Et donc, ils n'avaient jamais vu, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un morceau. Ce sont des condamnés politiques, quoi. Oui, c'est des condamnés politiques, la terre, etc. Et ils ont été attaqués par les tribus kabyles qui ne comprenaient pas qu'il y ait des Européens qui viennent s'installer ici. Donc ils sont restés peu de temps dans ces territoires, ils sont descendus et ils ont créé, comme c'était des gens qui aimaient beaucoup écrire et se réunir et en collectif, ils ont créé des petits villages. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés en Algérie et qu'ils ont créé les premiers villages en bas de la Kabylie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait deux problèmes en Algérie. C'est la France n'accordait pas la citoyenneté française aux Algériens, aux musulmans qui n'acceptaient pas les lois de la République. Ils vivaient sous le droit coranique. Donc vous ne pouvez pas élire un député polygame à l'Assemblée nationale. Ensuite, il s'est passé le décret Crémieux qui a accordé la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie sans leur demander de renoncer aux lois mosaïques. Et ça a créé vraiment
un grave problème dans la population indigène, dans la population qui attendait finalement, qui croyait un peu en la France, et puis là ils se sont sentis rejetés, et là il y a eu les premières, il n'y a pas eu vraiment d'attentat, mais il y a eu les premières révoltes quoi, de la population qu'on appelait la population indigène. Mais peut-être aussi parce que c'était plus facile pour les Juifs de devenir citoyens français et de se voir appliquer la législation française plutôt que pour les musulmans qui, malgré tout, on leur a laissé le choix. Enfin, le choix était... Non, on leur demandait simplement de ne pas tenir compte du droit coranique et d'accepter le droit de la République. Oui, mais on ne les a pas empêchés de devenir citoyens français, on est bien d'accord. Non, mais pour être citoyen français, il fallait qu'ils répondent à ça. Voilà. C'est ça. Oui. Qui était pour eux une réponse impossible. Tout à fait. Enfin, pas pour tous. Hein. Oui, enfin, le nombre je crois qu'il y en a 1200 qui ont fait le choix en une centaine d'années. Souvent, c'était les caïds, c'est-à-dire les chefs de tribu qui faisaient ça, comme ça, ils jouaient sur les deux tableaux. Voilà, et donc, c'est donc pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est pour des raisons religieuses, quoi. Donc qui n'acceptaient pas, qui ne voulaient pas franchir ce pas de renoncer à leur droit parce que c'était considéré comme une apostasie en islam. Quoi. Voilà, et donc votre père va trouver votre mère là-bas. Mon père est venu bien après. Mon père est venu après la déclaration de guerre, puisqu'il était au 2e bureau de l'armée de l'air, et ils sont partis, après l'armistice, ils sont partis, un groupe de pilotes, ils sont partis en Algérie où ils avaient quelques pseudo-radars qu'ils voulaient cacher. Et ensuite, mon père a continué sa carrière. Il a travaillé notamment pour l'OSS, les services stratégiques américains, services secrets américains, et préparé le débarquement allié en Afrique du Nord qui a permis après la libération de la France et qui a permis à la France libre de choisir Alger comme capitale de la France, ce qu'on oublie un peu. Et donc il a eu un parcours complètement différent, mais c'était un parcours plutôt patriotique. Très bien. Alors, donc nous arrivons au début des années 1950 et déjà on sent monter un climat de tension. Alors là, c'est un point, puisqu'on parlait justement de cette espèce de différence de statut qui existait entre les Européens d'Algérie et les indigènes, je dirais, de confession musulmane qui n'avaient pas la citoyenneté française. Est-ce que fondamentalement, vous pensez que c'est cette distinction ? Mais ils ont fini par l'avoir, hein, ils n'ont pas... En 1947, oui. Ils l'ont eu tardivement. Est-ce que cette distinction pendant des décennies a pu créer les germes d'une possible confrontation ? Et je dirais que c'est un sujet intéressant parce que compte tenu de la population musulmane aujourd'hui en France, c'est quand même une analyse qui est intéressante à faire. Ou est-ce que c'est plus sur des différences sociales ou des différences entre pauvres et riches, comme vous le disiez un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui a vraiment créé les différences sociales n'ont pas joué en Algérie. Il y avait des grandes fortunes de Français d'Algérie, mais on l'oublie aussi, il y avait des grandes fortunes musulmanes. Hein. Il y avait des très grands propriétaires musulmans, propriétaires terriens qui étaient très riches. L'immense... Alors en moyenne, on va dire que les indigènes étaient plus pauvres. Mais enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Français d'Algérie n'étaient pas riches. Hein. Donc le facteur social, différence sociale, non. Et je veux dire, analyser la guerre d'Algérie ou la situation de l'Algérie en termes marxistes, ça ne fonctionne pas. C'est pas un problème de ça. C'est un problème culturel, c'est un problème de nationalité. Il y a un nationalisme algérien qui est né. Il faut voir le contexte mondial. À partir des années 1930, il y a un nationalisme arabe qui frappe l'ensemble de l'Égypte sur les débris de l'Empire ottoman. Il y a un nationalisme arabe qui va marquer du Moyen-Orient jusqu'au Maghreb, qui monte. Il y a le même au Maroc, il y a le même en Tunisie, qui sont des protectorats français. Il y a un renouveau islamique qui joue. Alors, attention, pas d'anachronisme. L'islam d'Afrique du Nord des années 1920, c'est pas l'islam d'aujourd'hui, mondialisé d'aujourd'hui. Enfin, tout ça crée une différence entre les deux communautés. Il y a le fait que, là aussi, on a fait une étude sur... l'immense masse des indigènes d'Algérie sont analphabètes. Hein. C'est
je ne dirais pas que c'est un échec de la France, mais c'est un pays tellement immense qu'il aurait fallu... on n'a pas eu autant... Les Algériens, les musulmans à Alger étaient scolarisés, dans le fin fond du bled, ils ne l'étaient pas. Mais souvent, les petits Européens ne l'étaient pas plus. Parce il a fallu attendre la guerre d'Algérie pour qu'ils soient scolarisés. Voilà, parce que la France, à ce moment-là, va faire un effort, y compris avec l'armée. C'est l'armée qui formait. Voilà, qui va scolariser les enfants. Mais enfin, l'immense masse est illettré, mais sur la masse, si on a fait des calculs sur les musulmans instruits, voilà. Ils sont à peu près 700 000, c'est-à-dire ceux qui ont fait des études primaires puis secondaires. Et on a fait un calcul, on considérait que sur ce nombre de 700 000, à peu près 70% sont à partir des années 40 favorables à l'idée de l'indépendance de l'Algérie. Alors le problème, et c'est là où le drame se noue, c'est parce que tout ça c'est une succession de drames, c'est qu'ils étaient certains, il y avait des degrés dans leur indépendantisme, et certains, c'était le cas de Ferhat Abbas au départ, qui, on l'a oublié, est un homme de formation maurassienne, et dont le rêve était une Algérie, une forme d'autonomie sous la souveraineté française, peut-être sous le roi de France, puisqu'il était maurassien au départ, mais une forme d'identité, mais Maurras est venu d'ailleurs en Algérie. En Algérie, tout à fait. Et donc, il y avait des degrés divers. Mais le problème, c'est que les réformes, ça a mis du temps. Il y avait des obstacles à Paris, des obstacles à Alger. Et donc, on a bloqué, je pense, enfin, alors qu'il y avait la possibilité de faire émerger, monter une élite musulmane francophile, on l'a plutôt bloqué. Voilà. Et cette élite, avec le temps, s'est radicalisée dans le sens inverse, s'est détachée de la France. C'est le cas d'ailleurs de Ferhat Abbas. Voilà. D'échec en échec. Parce qu'ils ont fini, en effet, on a fini en 1947 par un statut qui a accordé pratiquement la citoyenneté à tous. Mais enfin, c'était très tard. Et donc, c'est la réforme de projet Violette qui échoue en 1937. C'est le projet impulsé par De Gaulle, le gouvernement provisoire de la République en 1944, qui aussi se fait difficilement. On met du temps. Parce qu'il se heurte aux colons, aux riches colons, vraiment, aux groupes financiers. Voilà, les groupes financiers n'ont pas envie de faire émerger, de faire monter en puissance. Parce puissance. que vous l'écrivez dans votre livre que certains Français d'Algérie ont quand même empêché des réformes qui auraient été décisives. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, tout à fait, il y a des groupes qui avaient, parce que par peur d'être noyés, je dirais, sous la masse, ils ont bloqué. Oui, je ne sais pas si on peut dire Français d'Algérie, parce que ça crée une promiscuité. Non, c'est pas des Français d'Algérie, c'est des financiers. Ce sont des gens qui ont... La plupart, il y avait je ne sais plus combien de milliers d'hectares qui appartenaient à la banque Worms. Il y avait les Rothschild, il y avait des compagnies suisses. Donc c'était pas les Français d'Algérie, c'était pas le peuple d'Algérie, quoi. Parce que ceux-là, ils avaient des propriétés qu'ils exploitaient, mais ils vivaient pas là-bas. Enfin, donc il faut pas les mélanger à la population. Des sociétés établies en Algérie. Tout à fait. Enfin, il y a une partie des élus d'Algérie qui étaient un petit peu à la botte de les radicaux. Absolument. C'est des combines souvent maçonniques d'ailleurs. Oui. Enfin bon, voilà. Mais donc ça a bloqué l'émergence d'une montée d'une élite musulmane francophile. Et le résultat, c'est comme elle s'est bloquée, elle a vu sa montée en puissance bloquée, eh bien elle s'est radicalisée dans le sens. Son autonomisme est devenu un indépendantisme, son indépendantisme est devenu un nationalisme, et son nationalisme est devenu un nationalisme de révolte et d'insurrection à la fin. Donc, il y a une partie, comme historien, je dois le dire, il y a une partie de faute de... c'est pas la France en tant que telle, bien sûr, mais enfin, il y a eu des fautes de ce côté-là qui ont été commises. Total. Alors, cher Jean Pax, vous naissez en 1944, dans cette Algérie apparemment heureuse. Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage 1962, L'été du malheur. Alors, vous la décrivez assez rapidement, mais vous décrivez quand même une belle entente entre indigènes et européens. D'ailleurs, vous donnez le nom de vos amis, vous avez à la fois des amis français, des amis indigènes, enfin indigènes de nom en tout cas, à conscience musulmane. Vous décrivez une fraternité, manifestement une culture et des traditions. Dans les villages, c'était beaucoup plus fréquent que dans les villes. Parce que dans les villes, il fallait habiter des quartiers où il y avait à la fois des Arabes et des Français. Mais dans le village, on était constamment ensemble, quoi. On se voyait, on avait les mêmes jeux, les jeux de rue, les jeux de pauvres, quoi. La toupie, au noyau. Et on
on se découvrait beaucoup plus facilement que dans les villes. Il y avait certains endroits, dans Alger par exemple, dans le centre-ville d'Alger, où les enfants et même les ados ne fréquentaient jamais des Algériens, et réciproquement. Oui, parce qu'en fait, vous viviez à l'année à Alger et vous passiez vos étés au bled, comme vous dites. Et c'est surtout là que vous avez j'ai pas dit cultivé le bled, ces mais... amitiés. Ah si, dans votre livre, vous Oui, parlez du bled. Alors, comme je l'écris alors. Mais je veux dire que les enfants dans les villages étaient forcément... Enfin, moi, à 4-5 ans, je suivais avec Mouloud, Mohamed, mais chez les enfants, c'était beaucoup plus simple. Et ça a duré jusqu'à ce que la guerre éclate. Là, on a senti la différence. D'abord parce que certains étaient gênés, et puis d'autres parce qu'ils étaient vraiment foncièrement contre nous, quoi. Oui, justement, ça a réveillé les passions et les... D'ailleurs, alors vous vivez effectivement avec un peu insouciance parce que vous êtes enfant et que manifestement la vie est encore heureuse, jusqu'à ce matin d'avril 55 où il vous arrive quand même quelque chose d'assez dramatique. Racontez-nous en fait cette première entrée brutale dans le monde des adultes, on va dire. Oui, quand on découvre la tête, ce que j'expliquais, je dis le premier mort que j'ai vu, c'était simplement une tête. C'était la tête du garde champêtre qui avait été tranchée comme il était de coutume. Et là, c'était les premières têtes tranchées, mais après, on n'a vécu que de ça, des égorgements. Et c'était le garde champêtre du village, et sa tête était posée sur son chapeau de paille, et il restait plus que la tête, quoi. Et on lui avait mis ses parties génitales dans la bouche, comme on retrouvera après. C'est une profanation rituelle du cadavre. Et là, on a été confronté c'était vraiment la guerre, mais c'était vraiment la barbarie, quoi. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, avant qu'on parle de cette guerre terrible, j'aimerais que vous nous chantiez ce pays qui n'existe plus. Oui, c'est le moment. Même s'il y a toujours mon village où les enfants du 15e âge sautaient les feux de la Saint-Jean. Même s'il y a toujours le cimetière où les filles faisaient des prières et repartaient en se signant. Je ne le reconnaîtrai plus. Ils ont changé le nom des rues. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Même s'il y a toujours mon école où j'ai vécu des années folles lorsque j'étais adolescent. Même s'il y a toujours les arcades pleines des odeurs de grenades et des cris des manifestants. Le drapeau que l'on voit flotter il n'a plus les mêmes reflets. Je viens d'un pays qui n'existe plus. C'est comme un paradis perdu. Le terrain vague de mon enfance, les carrioles et les oliviers. Souvenirs
mon existence, passent leur temps à se croiser. C'est une étrange destinée. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. C'est une étrange destinée. C'est vrai, je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Voilà. Merci beaucoup, Jean Pax. Voilà, donc nous arrivons après les années 50. Nous rentrons vraiment dans des années qui vont être extrêmement tragiques, et notamment ces fameuses vagues d'attentats du FLN qui vont démarrer en 54. Jean Sévilla, de quand datez-vous le début de la guerre? Est-ce que cette fameuse manifestation de Sétif du 8 mai 45, où il y avait eu une répression assez violente avec d'abord des indigènes qui avaient été tués, puis ensuite l'inverse, d'abord des Européens qui avaient été tués, à votre avis, est-ce que c'est de là qu'on peut démarrer le démarrage de la guerre, ou un peu plus tard? Alors symboliquement, oui, on peut dire que le 8 mai 45 à Sétif, c'est un prodrome de la guerre d'Algérie. Alors le 8 mai 45 à Sétif, il y a toute une mythologie. Quand vous parlez à la télévision de la guerre d'Algérie, aujourd'hui, 9 émissions, on va dire 4 émissions sur 10, c'est le massacre de Sétif. Le massacre de Sétif, c'est le massacre commis par l'armée française. Alors on oublie de dire, de contextualiser, de remettre l'histoire à l'endroit. Sétif, c'est un projet d'insurrection autonomiste monté qui devait être éclaté le 8 mai 45, jour où dans l'Europe était signée la capitulation de l'Allemagne nazie. Et donc ça commence par un massacre d'Européens à Sétif, d'Européens innocents, des gens qui se font tuer dans la rue. Il y a à peu près une cinquantaine de victimes, et qui va entraîner de la part du gouvernement du général de Gaulle, d'ailleurs à l'époque, une répression extrêmement forte. Alors les chiffres du FLN, qui sont les chiffres qu'on vous entend à la télévision, sont les chiffres du FLN, sont des chiffres faux, qui sont gonflés par 3. Je donne les vrais chiffres, j'ai pas la mémoire des chiffres, alors j'hésite à donner un chiffre, mais ils sont dans mon livre. Ils sont moindres, mais enfin ils sont importants. Il y a une répression extrêmement forte. Voilà. Et surtout, ce qui est important, il y a une phrase qui est extrêmement prophétique. Le général Duval, qui était un des commandants de la région militaire du Constantinois de l'époque, a dit au pouvoir politique à Paris: on a réprimé l'insurrection, on vous a donné la paix pour 10 ans. Mais si rien ne change en Algérie, ça recommencera dans 10 ans. Or, rien n'a changé. Rien n'a changé dans le sens de ces problèmes de statut qu'on évoquait, de pauvreté, etc. Voilà. Et ça a recommencé. Et donc, l'insurrection, véritablement, commence en 1954, montée par le FLN, donc est un groupe, petit groupe terroriste au départ, et qui fait d'emblée le choix de la guerre de type terroriste. Voilà. C'est pas de la polémique de le dire, c'est un fait d'histoire, c'est acté, on a les sources. Pour eux, c'est la réponse qui se conçoit, enfin militairement entre guillemets, qui se conçoit au moins sur le plan militaire, c'est la réponse du faible au fort. Voilà. Le terrorisme, c'est souvent l'arme des faibles, évidemment. Mais donc, dès le départ, ils vont choisir cette arme. Donc le terrorisme, ce sont les attentats individuels. Donc ils vont s'exercer tout d'abord. Alors le FLN a plusieurs sources d'inspiration. C'est en partie, dès le départ, il y a une partie d'inspiration marxiste, léniniste. Il y a aussi une inspiration, c'est compliqué, nationaliste, arabe, un petit poil d'islam, c'est complexe. Mais enfin, il y a d'emblée, le FLN se voit comme un instrument révolutionnaire, il se voit comme un parti unique. Il a pour ambition d'arracher le pouvoir en Algérie aux Français,
et de régner comme parti unique. Ce qui fait qu'on va avoir pendant la guerre d'Algérie plusieurs guerres. Il y a la guerre évidemment franco-algérienne, si je puis dire, mais il y a une guerre algéro-algérienne qui n'est pas très connue, qui est très importante, qui a fait des milliers de morts. C'est que le FLN a combattu contre d'autres mouvements indépendantistes plus modérés ou qui avaient des stratégies différentes. Les messalistes, de Messaliadj, le mouvement national algérien, qui a fait plusieurs morts, des milliers de morts, et y compris en métropole, puisqu'à partir de 1958, la guerre d'Algérie se transpose en métropole. Mais donc, dès 1954, donc, attentat contre les musulmans fidèles à la France, selon la logique léniniste, révolutionnaire, il faut terroriser une minorité pour la détacher de la majorité de la population. Puis ensuite, terrorisme à l'encontre des musulmans. Et cela va monter en puissance. Alors au départ, c'est urbain, c'est assez relativement... pas urbain, c'est... Pardon du lapsus, même si les tout premiers attentats sont un petit peu en ville, mais enfin, c'est dans les campagnes. Et puis, à partir de l'EFLN, monte vraiment un réseau terroriste extrêmement dur dans la ville d'Alger elle-même, qui fait qu'à partir de 1956, les bombes explosent pratiquement quotidiennement. Ce qui va conduire le gouvernement français, qui est à l'époque dirigé par un homme de gauche, Guy Mollet, socialiste, qui a fait voter par le Parlement, y compris par les communistes, les pleins pouvoirs à l'armée. L'armée qui est non seulement l'armée professionnelle, mais aussi très importante depuis 1956, aussi le contingent, ce qui change la donne sur un plan politique, puisque l'ensemble de la population française sont concernés par ce qui se passe en Algérie, alors que la guerre d'Indochine, au fond, la métropole était indifférente, parce que les Français n'ont pas envie que leurs petits gars qui partent faire leur service militaire se fassent tuer en Algérie. Et donc, il y a une montée en puissance à partir de 1956, ce qui fait qu'il va déclencher ce qu'on appelait la bataille d'Alger, qui dure de janvier 1957 à octobre 1957. Janvier 1957, on a 10-15 attentats quotidiens à Alger. Donc certains se soldent par des dizaines de morts. Ce sont des bombes milk bar, etc., dans des restaurants, dans des dancings, etc. Et en octobre 1957, la bataille d'Alger est gagnée. Il n'y a plus d'aucun attentat à Alger. Je pose la question évidemment des méthodes qui ont été employées. C'est la 10e DP, 10e division parachutiste qui a été chargée de ce travail. Elle employait selon la formule qu'emploie Elie Samar dans ses mémoires, au maximum du terrorisme, la France a employé le maximum de la répression. Et pour ma génération d'hommes, il veut dire ma génération d'officiers, ça a été une épreuve. Quand il parle d'épreuve, il veut dire que c'est tout un débat aujourd'hui, polémique, éthique évidemment. On met en cause les méthodes utilisées par l'armée française. J'ai consacré un chapitre entier à cette question très complexe, qu'il ne faut en rien simplifier de la torture, puisque c'est ça dont il s'agit. Il ne faut pas croire que c'est si simple que ça. Dans les lignes de clivage sont extrêmement complexes. Il y a des officiers qui n'avaient rien de pacifiste ou d'anticolonialiste qui ont refusé la torture. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont refusé parce qu'ils considéraient que torturer, c'est arracher du mauvais renseignement. Parce que, voilà. Mais pas seulement Bollardière. Il y a des gens, même des gens du premier REP, etc. Il y a des légionnaires qui n'étaient pas des chochottes, qui ont dit je ne le ferai pas parce que torturer un homme, il va me donner du faux renseignement. J'en veux pas. Voilà. Donc, ce sont des débats très complexes. Mais je termine une petite phrase quand même. Il ne faut jamais oublier dans ce débat sur la torture, c'est qu'aujourd'hui, toute l'instrumentalisation de cette question se fait autour des méthodes employées par l'armée française et on ne met jamais en cause, à l'inverse, les méthodes employées par les adversaires de l'armée française. Or, l'armée française avait affaire à des réseaux terroristes qui, tous les jours, tuaient des innocents. Le problème, si on fait de l'histoire, et de l'histoire, je dirais, des violences illégales pendant la guerre d'Algérie, oui, d'accord, moi je veux bien, mais à ce moment-là, on les met toutes sur la table. Oui, justement, mais j'aimerais qu'on revienne effectivement après sur ce point-là précis de la torture. J'aimerais vous demander, Jean Pax, vous qui à cette époque-là devenez adolescent, alors vous viviez un peu terrorisé au quotidien. Quelle était un peu l'ambiance dans Alger? Parce qu'au départ, c'était plutôt des attentats qui avaient lieu, je crois, en zone rurale. Et puis après, la violence est arrivée en ville, c'est ça, hein? Terrorisé, non, mais on vivait avec, quoi. À un moment donné, c'est vrai qu'il y avait des morts. On croisait les cadavres qui gisaient au sol. Enfin, je veux dire qu'on s'habitue à tout, finalement. Et les autobus, il y avait des militaires. On ouvrait nos cartables pour montrer
Quand on ne transportait pas de bombes, en allant dans les magasins, c'était la même chose, on avait les bras pour être fouillés. Mais surtout, on faisait attention aux objets qui traînaient. Ça pouvait être des objets piégés. Et puis, la grande angoisse, c'était, à un moment donné, quand il y a eu les attentats aux stations, aux arrêts d'autobus. Le FLN avait piégé les réverbères, les lampadaires, et installé des bombes à minuterie à l'intérieur, faire en sorte que la bombe explose à la sortie des écoles quand les élèves attendaient le bus. Il y avait des attentats à l'intérieur des bus aussi, et ça augmentait notre angoisse à nous, mais surtout celle des... Moi, je me souviens de ma mère, chaque fois, elle était à la fenêtre, elle attendait notre retour. C'était pas le retour de l'école, c'était le retour de... C'était une sorte de... On était passé au travers, quoi. Et on a vécu ça pendant des années, quoi. Et avec la bataille d'Alger, ça s'est calmé, avec la victoire de... Il ne faut pas oublier que tous ces réseaux terroristes étaient... Les poseurs de bombes étaient des Algériens, mais les fabricants des bombes étaient des étudiants, souvent des étudiants communistes, qui aidaient les Algériens à continuer leur terrorisme, et avec ces bombes effroyables qui étaient constituées par des grosses bonbonnes de gaz et qui étaient garnies de clous, de vis, de boulons. Et il y a eu l'attentat qui a d'ailleurs coûté la vie ensuite dans les retombées à Audin, l'attentat du casino de la Corniche, où se réunissait la jeunesse juive d'Algérie. Ils avaient mis 2 bombes sous l'estrade de l'orchestre. Ça a explosé, ça a créé... Il y a eu des victimes, et puis surtout, et pas seulement les morts, il y avait ceux qui étaient amputés, quoi. Il y a mutilés. Mutilés. Il y a eu des tas d'enfants de 8, 10, 12, 13 ans qui avaient perdu leurs jambes, qui avaient perdu leurs bras. Ça a été terrible de vivre là-dedans, mais comme je disais tout à l'heure, finalement, on s'était habitué, quoi. Il y avait des attentats tous les jours, mais on vivait avec. Est-ce que je peux poser une question à bien sûr. Jean-Pierre ? Est-ce que tu accepterais la comparaison avec ce qu'ont vécu les citoyens israéliens au moment des intifadas ? Oui, mais je crois que c'était moins terrible l'intifada que ce qui s'est passé à Alger, parce que c'était toutes les fenêtres, les vides, les terrasses étaient dégrillagées pour éviter les lancers de grenades. Enfin, on vivait vraiment dans le terrorisme, dans la terreur, quoi. Mais alors justement, vous parliez les Juifs étaient particulièrement ciblés ou Ah tout oui, simplement... oui, Ah oui, les Juifs étaient particulièrement ciblés. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et puis il y a eu ces vagues d'attentats dans les églises. Au moment des communions, par exemple. Et là, l'église de mon quartier, où j'étais, qui en même temps abritait notre troupe scout, le jour de la communion, les petites communiantes, à l'époque, on communiait en robe blanche. La bombe a explosé près de l'hôtel, et il y a eu une dizaine de jeunes communiantes aux robes ensanglantées et qui avaient perdu la vie. Et dans ce contexte-là, quelles étaient vos relations avec vos compatriotes musulmans ? Est-ce qu'il y avait une espèce de haine qui commençait à monter ? D'abord, il y a eu une gêne, surtout, avec nos copains. Il y a eu une gêne parce que ils ne pouvaient pas être contre, ils ne pouvaient pas être pour. C'était très difficile aussi pour eux. Mais je pense quand même que... Vous dites qu'ils ne pouvaient pas être contre ? Non. Mais non, parce qu'ils se sentaient dans ce camp-là. C'est vrai qu'ils avaient le sentiment que l'Algérie allait leur appartenir, et que d'où la déception qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont eue après les années d'indépendance. Non, ils pouvaient pas. Non, ils n'étaient pas contre. Non. D'accord. Mais alors, justement, vous avez prononcé ce mot-là de Maurice Audin. Est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter l'histoire de Maurice Audin, parce qu'on a évidemment beaucoup parlé l'année dernière. Il y a eu une polémique
quand Emmanuel Macron est allé rendre visite à son épouse, qui d'ailleurs est depuis, je crois, décédée. Voilà, justement, il y avait des réseaux finalement de Français communistes qui alimentaient le terrorisme local. Oui, tout à fait. Alors, il existait un parti communiste algérien qui était une dépendance du PCF, que dans la pratique, qui était vidé un peu de sa substance, parce que le FLN a cherché à s'attirer ses militants, et a surtout attiré d'abord les musulmans communistes, hein, qui dans la pratique ont été forcés d'intégrer le FLN. Mais il est resté un PCA clandestin, interdit à partir de 1955, mais dont les structures restent et qui est constitué essentiellement d'Européens. Et donc ces gens apportent évidemment de l'aide par anticolonialisme, donc par idéologie, apportent de l'aide au FLN et aident beaucoup à monter soit des réseaux, comme le disait Jean-Pac, pour l'assistance technique pour les bombes, etc., soit du renseignement, soit du transport d'armes, soit du transport d'argent. Voilà. Et donc Maurice Audin est un jeune et son épouse, jeune épouse. Ils sont tous les deux communistes. Il lui est assistant à la faculté des sciences d'Alger. Et son appartement sert de cache pour des militants communistes clandestins. Et il y a des choses qui se passent dans cet appartement. Donc Audin lui-même, je ne pense pas, et personne ne l'a jamais accusé, je ne pense pas qu'il ait directement du sang sur les mains, c'est pas quelqu'un qui a posé les bombes. En revanche, il abrite en permanence, circulent dans son appartement des gens qui ont été soit des poseurs de bombes directs, soit des aides et consciemment qui ont aidé à porter des bombes. Donc Maurice Audin n'est pas un homme blanc-bleu. Certains fabriquaient les bombes d'après Jean Pax. Oui, bien sûr, voilà. Et donc Audin a été pris au départ. Il y a eu une erreur. Et il se trouve que c'était après un attentat précis qui a eu lieu au stade, où il y a une nouvelle action très très forte. L'armée prend le maximum de gens. Il cherche Henri Alleg, qui était le rédacteur en chef d'Alger Républicain, qui était le journal des communistes français d'Algérie. Il cherche Alleg et il se trouve qu'Alleg était réfugié dans l'appartement d'Audin. Il y a une sorte de quiproquo. Et finalement, ils vont embarquer. Il y a des parachutistes qui embarquent Maurice Audin, pensant avoir embarqué Henri Alleg. Au départ, il y a un quiproquo. Et puis finalement, Alleg, ils vont le prendre aussi. Voilà. Ils sont emmenés à El Biar, centre d'interrogatoire. Ce sont des interrogatoires très durs, dont on a parlé un instant. Voilà. Donc, Audin a été malmené. Hein. Il faut pas, ça sert à rien de mentir. Il est mort sous la torture, je pense. Voilà, on peut pas le prouver. Non, mais enfin, c'est une certitude. Et même si vous parlez, je veux dire, c'est pas un discours de gauche. Si vous allez aujourd'hui, si vous allez chez des grands généraux de l'armée française actuelle, je veux dire, si vous dites quelle est la vérité sur Maurice Audin, ils disent oui, il est mort sous la torture. Bon, on le sait. Voilà. Bon, alors qui, on ne sait pas. Qui, on le sait pas. Il y a une supposition mais de celui qui l'a fait, mais il est Alzheimer, il vit dans le sud de la France, c'est un espèce vieux il était parachutiste il y a 62 ans, peu importe. Voilà. Comme témoin, c'est sûr que c'est ennuyeux. Et on fait donc, et ils ont fait disparaître le corps de Maurice Audin. Voilà. Alors c'est là, je dirais pas l'erreur, mais enfin bon, je veux dire, il faut se contextualiser. On est à un moment où il y a des bombes qui pètent tous les jours, on est dans l'ambiance qui vient d'écrire Jean-Pax. Voilà. Mais donc, c'est quand même, on va dire, c'est une bavure. Objectivement, c'est une bavure. Je veux dire, puisque l'Algérie est un territoire français, normalement, l'armée française n'est pas faite pour assassiner des gens, même des terroristes. On les interroge et ensuite, il y a l'action de la justice. Voilà. Oui, mais l'armée avait reçu des socialistes les pleins pouvoirs, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les socialistes qui, finalement, ont été à l'origine de cette... Oui, enfin, De Gaulle est arrivé qu'à la fin. Hein, tout le reste... Bien sûr. Ils ont tous... était pour l'Algérie française. Tous les gouvernements qui sont succédés, même Mendès. D'ailleurs, quand la rébellion éclate, il y a Mendès. Et quand la guillotine, elle n'a jamais aussi bien fonctionné que lorsque Mitterrand était ministre de la Justice. Alors, donc, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne un peu sur la torture, parce que donc, le contingent est envoyé en Algérie en avril 1956, et à ce moment-là, en fait, il va se jouer deux œuvres différentes, l'une peut-être un peu sale, mais qui était nécessaire, et l'autre assez salutaire, parce qu'en réalité, alors, si j'ai bien compris ce que vous avez
démontré dans votre livre, en fait, l'armée a agi à la fois en ville et essayé de trouver les coupables et les fauteurs qui posaient des bombes, et par ailleurs, dans les zones rurales, a fait un travail assez important pour trouver aussi les racines du terrorisme à cette époque-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a noué des relations assez particulières d'amitié avec des indigènes qui, par la suite, deviendront les fameux harkis dont on connaît la fin tragique. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire-là? Est-ce que je ne fais pas des simplifications, parce que c'est une histoire assez complexe? Les supplétifs musulmans de l'armée française, c'est pas simplement par rapport au terrorisme, c'est que l'Algérie est un pays immense. Pas obligé que l'Algérie, c'est 4 fois grand, avec le Sahara, mais le Sahara c'est particulier. Enfin, avec le Sahara, c'est 4 fois grand comme la France, voilà, comme la métropole à l'époque. Voilà. Donc c'est un pays immense. Donc même si on est monté en puissance en 56, on a 400 000 hommes sur le terrain, professionnels ou contingents, on ne peut pas maîtriser tout le terrain. Donc dès 55, naît l'idée de recruter des supplétifs de l'armée française qui sont des indigènes, parce qu'ils connaissent le terrain, c'est leur pays, ils parlent la langue, et ils sont courageux parce que les Arabes ce sont des guerriers. Et donc, on va monter, on aura jusqu'à 200 000 à peu près supplétifs. Alors, on désigne aujourd'hui sous le terme générique de harkis. En réalité, il y a plusieurs sous-catégories. Simplifions, 200 000 harkis, voilà, qui sont engagés. Donc, alors c'est un statut à la fois civil, militaire. C'est assez complexe, ce statut des supplétifs. Mais enfin, donc, ce sont pour l'armée française, ce sont des aides tout à fait essentielles. Voilà. Et il y a en effet pour certains, une grande partie des harkis, il y a une volonté de servir la France parce qu'ils sont toujours dans cette logique-là. Mais c'est plus complexe que ça. Historiquement parlant, on s'aperçoit qu'il y a eu des études assez fines qui ont été faites sur les motivations des harkis. On s'aperçoit que, en fait, paradoxalement, beaucoup se sont engagés aux côtés de l'armée française parce qu'ils ont été révoltés par la violence du FLN. C'est-à-dire que le FLN, paradoxalement, a servi d'argent recruteur de harkis. Parce que, en plus, la société arabe est une société très tribal, clanique, c'est-à-dire que le cousin, c'est presque un frère. Donc, ils ont un système familial qui, au fond, qui va toucher 100 à 150 personnes. Donc, si on a un cousin qui s'est fait tuer par un type de FLN, on se sent soi-même engagé, son honneur familial. Et donc, il y en a beaucoup de harkis qui sont engagés pour répondre à la violence du FLN, par vengeance. Mais qui, au fond, en soi, n'était pas hostile à l'idée d'une évolution de l'Algérie vers l'indépendance ou autonomie ou indépendance d'association. Enfin, pas au sens où ça sera fait, on va en parler tout à l'heure, la façon dramatique de 62, mais une évolution lente. Voilà. Donc les harkis jouent un rôle tout à fait essentiel. Voilà. Mais parallèlement à ça, il faut en dire un mot, parce que donc l'armée française est montée en puissance en 1956, et l'armée s'aperçoit, arrivent des officiers qui, eux, ne sont pas des coloniaux, forcément, qui ne sont pas des Français d'Algérie, ça n'est pas une critique des Français d'Algérie, mais qui découvrent ce pays. Voilà. Et ils découvrent un pays qui est sous-administré, voilà, dans les campagnes. Voilà. Autant les villes, j'ai dit, sont des villes européennes, dans les campagnes, on manque de tout. Voilà. Et donc, il y a des tribus qui vivent comme vivaient leurs aïeux, je le disais tout à l'heure, 2 siècles plus tôt. Et donc, l'armée fait une œuvre immense, dans une perspective de se gagner la sympathie de la population, mais aussi dans une perspective, je dirais, humanitaire, simple, évidente, quoi, de scolarisation, de santé, de médecine familiale, de médecine pour les femmes, pour les enfants, etc. Il y a un travail, un aspect social, une œuvre sociale de l'armée française en Algérie, qui est aujourd'hui, évidemment, totalement passée sous silence parce qu'elle va contre le sens du discours. On parle beaucoup plus de la torture que évidemment, voilà. Mais donc qui est extrêmement important, il y a ce virage-là. Et puis, mais il y a toujours, et puis il y a le regard, il y a quand même le regard politique, je voudrais dire, parce que sur la guerre d'Algérie, c'est quand même important, parce qu'il faut toujours avoir... En fait, la guerre d'Algérie, c'est une guerre politique. Je veux dire, bien sûr, il y a l'élément militaire, par définition, c'est une guerre, mais c'est un conflit éminemment politique. Et pour terminer dire encore un mot, parce que c'est important, on a retrouvé dans les papiers du colonel Godard. Godard est un des joints de massue pendant la deuxième partie de la bataille d'Alger. C'est un homme ensuite qui va s'engager dans l'Ouest. C'était un des héros du Vercors aussi.
Aussi, antérieurement, tout à fait. Donc, je veux dire, c'est pas un libéral effarouché. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. Bon. Et Godard, on a retrouvé dans les papiers de Godard qui sont à l'université de Stanley, aux États-Unis, puisqu'il a vécu, il est mort en exil après. On a trouvé un papier de lui d'octobre 57, on est à la fin de la guerre d'Algérie. Il a dit on a éradiqué les réseaux du FLN, des réseaux terroristes. À Alger, c'est fait. Mais, dit Godard, s'il n'y a pas de réponse politique, tout recommencera dans 6 mois. Et tout a recommencé, de fait. Parce qu'il y a toujours cette question politique. Il y a ce qu'a évoqué Mezzovoce et Jean Pax. Voilà, il y a un sentiment de communautés de différence qui se marquent avec le temps. Les Arabes, même modérés, au fond, même pas impliqués, n'osent pas dire qu'ils ne sont pas de mèche avec le FLN, d'abord parce qu'ils ont peur. Voilà. Et puis, il y a quand même un eux et nous. Voilà. C'est une société duale, c'est une société multiculturelle, et ça pose la question, évidemment, est-ce qu'on peut avoir une société multiculturelle pacifique? Un vaste problème. Alors, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Alors, Jean Pax, on parlait de l'armée qui donc a fait un travail considérable en Algérie, notamment un de ses officiers très, très connu, Élie de Saint-Marc. Ouais. J'aurais aimé savoir si vous l'avez rencontré. Oui. Je crois que vous vous appréciez beaucoup. Oui. Voilà. Alors, on va faire une petite pause, si vous le voulez bien, grâce à Monsieur Saboureau qui m'a donné l'autorisation de diffuser un extrait du film qui a été fait sur Élie de Saint-Marc. C'est 10 minutes qui portent sur la présence d'Élie de Saint-Marc en Algérie, mais qui retrace très bien l'histoire de la guerre d'Algérie. Et je voulais vraiment vous montrer cet extrait parce qu'il est absolument magnifique, et puis ça vous permettra aussi d'avoir des images sur les noms dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà, donc on va le brancher tout de suite et on se met sur le côté. Voilà, donc c'est un petit extrait de ce film sur Élie de Saint-Marc que nous avons projeté. Certainement, nous organiserons peut-être une soirée autour de cette grande figure d'Élie de Saint-Marc. Et nous vous en reparlerons. Donc une fois de plus, un grand merci à Monsieur Saboureau qui nous a autorisé à diffuser ce film qu'il produise avec l'association Secours de France. Voilà, donc je voulais que vous voyiez, voilà, c'est la partie qui devient, je dirais, tragique peut-être moins physiquement, mais en tout cas elle le devient moralement, car il va y avoir un véritable atermoiement du pouvoir politique qui finalement, alors que la bataille d'Alger est gagnée sur le terrain, le terrorisme manifestement a cessé de produire ses effets, il y a une volonté politique qui va vraiment être incarnée par le général de Gaulle de liquider l'Algérie. Alors, on a vu ces images du fameux discours du 4 mai 58 où de Gaulle est acclamé par les pieds noirs, et puis très très vite, il va en réalité poser des actes absolument contraires. Alors là, j'aimerais avoir votre regard d'historien, Jean Sévillia. Est-ce que véritablement, volontairement, sciemment, comme le dit d'ailleurs Élie de Saint-Marc, le général de Gaulle a tenu un double discours et, voilà. Est-ce qu'il a agi avec duplicité réellement? Est-ce qu'il savait dès le départ ce qu'il voulait faire? Si on veut être gentil, on dirait qu'il a fait de la politique, et si on veut être franc, on dira qu'il a menti. Oui, voilà. Alors, de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il s'est appuyé sur le courant Algérie française, c'est l'histoire du 13 mai. Je pense qu'il fait partie, il pense que l'Algérie doit accéder à l'indépendance. Pourquoi? C'est un homme du Nord, il n'a pas de sensibilité méditerranéenne, il n'a pas un bon souvenir de son accueil. Enfin, quand il est arrivé, quand il a transposé la capitale de la France libre de Londres à Alger, il s'est aperçu que les 3/4 des Français d'Algérie étaient pétainistes. Et puis il ne comprend pas les Français d'Algérie. Voilà. Il a un grand dessein pour la France, faire de la France une grande puissance nucléaire, économique, capable de rivaliser avec les Russes et les Américains. Pour lui, l'Algérie, c'est un boulet. Voilà. Donc il veut en finir, il est pressé. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, quand on dit De Gaulle a bradé l'Algérie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il n'arrive pas en 1958 en disant « je vais brader l'Algérie ». Je pense qu'il n'a pas de plan. Il sait que l'Algérie va à l'indépendance, mais il ne sait pas selon quel calendrier il peut le faire, ni à qui il va donner, je dirais, les clés de la maison.
Et puis, le problème, c'est qu'il est pressé. Pourquoi est-ce qu'il est pressé? D'abord, il y a la pression internationale, la pression des Russes, le camp de l'Est soutient le FLN, les Américains soutiennent plus discrètement le FLN, mais soutiennent quand même pour des raisons d'intérêt pétrolier, il y a des intérêts derrière. L'ALN est écrasé à l'intérieur, oui, fin 60, le plan, c'est vrai, mais enfin, donc De Gaulle a lancé, il va faire un investissement économique en Algérie, c'est le plan de Constantine. On investit plusieurs milliards d'argent public en Algérie. Il y a un plan militaire qui est le plan Chal, qui est décidé en 59-60, qui est un plan malgré tout gaulliste, entre guillemets, hein, voilà, et qui va effectivement aboutir à pratiquement l'élimination de l'ALN à l'intérieur, mais l'ALN à l'intérieur, il y a une ALN de l'extérieur. Hein, l'ALN il y a une armée de l'extérieur de l'ALN, c'est-à-dire le bras armé du FLN, qui est installé pour l'essentiel en Tunisie, pour une autre partie au Maroc, qui existe. Et puis, il y a des réseaux du FLN en métropole. Et puis, il y a toujours ce nationalisme algérien, cette indépendance qui est là. On a vu en effet, il y a eu un mouvement, une espèce de petit miracle, qui sont les fraternisations du 16 mai. Voilà. Bon, j'ai un certain nombre, dans mes dossiers, un certain nombre de témoignages d'officiers qui disent quand même, oui, il y avait beaucoup d'Arabes, mais on les a fait monter dans les camions un peu à coup de pied dans le cul. Hein, bon. Donc la spontanéité des fraternisations, il faudrait discuter. Hein, enfin, je veux dire, il faut voir cas par cas. Bon, voilà. Et donc, après ce moment de fraternisation, comme le FLN recommence son terrorisme, eh bien, le fossé continue à se creuser entre les deux communautés. Voilà. Et donc voilà. Alors De Gaulle manœuvre, et comme il est pressé pourquoi? Pour les raisons que j'ai dites. Il est aussi pressé tout bêtement en raison de son âge. Hein. Il a 71 ans. À l'époque, on vit moins longtemps qu'aujourd'hui. C'est très jeune, ça, 71 ans. Non, oui, non, mais on est en 1960. En 1960, l'espérance de vie est moins importante. Et voilà, il est pressé. Voilà. Donc, il va, alors à partir de 1950, c'est le fameux discours du 16 septembre 59, qui est une révolution politique et idéologique dans l'histoire de la guerre d'Algérie, évidemment, et de l'histoire d'Algérie, puisque donc De Gaulle ouvre la voie de l'autodétermination. Ils disent, on va voter, vous allez voter, voilà. Et les habitants de l'Algérie vont s'autodéterminer. Est-ce qu'ils veulent rester entièrement français? Est-ce qu'ils veulent une forme de rupture totale avec la France? Ou est-ce qu'ils veulent accéder à leur indépendance? Voilà. Et donc, ce basculement-là est très important parce qu'il introduit une nouvelle guerre. On avait déjà la guerre franco-algérienne, on avait la guerre algéro-algérienne que j'évoquais, et maintenant s'ouvre avec l'autodétermination une troisième front qui est une guerre franco-française. Il est évident que les Français d'Algérie, à partir du moment où De Gaulle annonce ça... Mais ce référendum, il a lieu aussi en métropole, hein? Oui, non. Oui, ben justement. Mais alors justement, à partir du moment où De Gaulle annonce ça, les Français d'Algérie, qui ne sont pas des imbéciles, ont compris que ça sent mauvais. Donc, la communauté française d'Algérie, à 99%, entre en révolte moralement contre le président de la République. Voilà. Donc, tout un pan du territoire français fait scission moralement, quoi, considère que le chef de l'État n'est pas un chef d'État légitime. Voilà. Et puis, deuxième fracture au sein de l'armée. Fracture entre le chef de l'État, qui est pourtant constitutionnellement le chef des armées, et l'armée d'Algérie, et autre fracture dans la fracture au sein de l'armée d'Algérie. Parce que traditionnellement, l'armée, on n'est pas en Amérique du Sud, l'armée en France obéit au pouvoir politique. Et donc, il y a une partie des militaires qui vont suivre la politique gouvernementale par loyalisme et par tradition française, au fond. Et puis l'autre partie, c'est l'élite Saint-Marc qui entre dans la révolte. Mais ça va introduire une fracture extrêmement lourde qui va peser dans l'histoire de l'armée française pendant à peu près 25 ans. C'est-à-dire qu'au sein de même promotion de Sirard, des camarades qui vont faire des choix inverses. Moi, je suis légaliste, De Gaulle nous dit « bon, je suis », et d'autres qui vont entrer en révolte. Et donc, ça va être une rupture terrible qui va se porter dans les familles et qui, au sein de l'armée, qui va peser extrêmement longtemps. Mais donc, voilà, on a un nouveau front. Et puis, troisième élément de la guerre franco-française, c'est l'OAS qui se crée, évidemment. Là, le désespoir, on va peut-être y revenir. Mais on va un peu trop vite. Mais bien avant ça, quand il renvoie Massu, il renvoie Bijard. Bien sûr, il y a des étapes. Ouais, justement, parce qu'avant l'OAS, justement, je voulais vous demander, Jean Pax, vous avez été, je pense que vous avez été peut-être sur cette place, vous avez entendu le général de Gaulle que vous avez peut-être même acclamé. Et puis, non, j'ai fait mieux. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai, avec un groupe de copains, on était des mômes, hein, on avait 13-14 ans,
on vendait des croix de Lorraine et des porte-clés à l'effigie d'un côté il y avait De Gaulle et de l'autre côté il y avait Soustelle. Et ensuite on mettait les affiches de Gaulle aux fenêtres. Donc vous étiez gaulliste. On collait la photo. Non, on collait la photo. On était pour l'Algérie française comme De Gaulle, quoi. Et on collait la photo de Gaulle sur nos drapeaux qu'on mettait aux fenêtres parce que le gouvernement nous demandait de pavoiser. Et toute la ville était comme ça. Et donc c'était pas un élan spontané? Pas, non, comme disait Jean, les Français, les pieds noirs n'étaient pas vraiment gaullistes. Non pas qu'ils ils étaient pétainistes, mais ils étaient aussi, ils étaient pour Giraud. Oui. Bien sûr. Et ils n'aimaient pas vraiment De Gaulle, quoi. Et donc tout ça pour dire qu'on soutenait dans cet élan patriotique et pour la sauvegarde de l'Algérie, on était tous derrière De Gaulle. Il faut dire que la déception a été beaucoup plus cruelle. Voilà, et justement, alors cette déception a été cruelle et elle a conduit à une grande manifestation en janvier 60 qui va conduire à cette fameuse semaine des barricades. J'aimerais que vous nous la racontiez parce que alors pour le coup, vous en faites un récit très, très complet dans votre ouvrage. Vous étiez jeune, je pense que votre maman était absolument paniquée. Et vous avez, pendant plusieurs jours, vous êtes resté devant cette espèce de camp où s'était retranché la Taillade et puis un certain nombre de députés. La Gaillarde, oui, non, c'était le camp retranché. Oui. Donc ils avaient occupé une grande partie de la rue Michelet et puis les facultés d'Alger, l'université d'Alger. Il y avait énormément de territoriaux puisque les pieds noirs faisaient un service de réserve dans l'armée. Et puis il y avait donc la Gaillarde, Guy Forzy, qui a été un grand soldat qui a débarqué en Provence, qui était de la famille Forméty, c'était une famille vraiment de patriotes. Et tout cela s'était en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi ils se sont réfugiés ici? Parce qu'ils avaient protesté contre... Il y avait cette manifestation qui protestait contre le renvoi de Massu et de Bijard, qui était plutôt pro-Algérie française. Et ça, c'est De Gaulle qui avait décidé de changer le commandement militaire, oui. Oui. Et donc il y avait une manifestation de pieds noirs, et là sont arrivés les gendarmes mobiles, et puis ils ont tiré au fusil mitrailleur. Et donc il y a eu des morts des deux côtés, puisqu'il y a eu une riposte d'un groupe de pieds noirs, et puis des barricades ont surgi dans Alger, rue Michelet, et ça a duré une semaine. Et alors ce qui est quand même assez intéressant de savoir, c'est que ceux qui voulaient détruire les barricades, à l'époque, c'était le général Chal, qu'on va retrouver parmi les putschistes un an plus tard, et puis les officiers de légions étrangères qui encerclaient les facultés ont aussi rejoint les rangs de l'Algérie française et de la sédition. Mais De Gaulle, à cette époque-là, c'est Soustelle qui le raconte dans un livre au Conseil des ministres, il voulait faire raser Alger et jeter des bombes sur le PC des barricades. Et justement, alors comment est-ce que ça va se dénouer? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont finir par se rendre? Ils vont se rendre? Parce que le colonel Dufour, qui commandait une unité de parachutistes, est allé voir la Gaillarde et il lui a dit il va falloir vous rendre, parce qu'autrement je vais donner à mes zones l'ordre de rentrer et nous rentrons. Et finalement, la Gaillarde a demandé de sortir dans la dignité avec ses hommes, en gardant leurs armes, et de rejoindre une unité dans le Djebel, qui était commandée par le capitaine Montagnon. Et voilà comment la fin du camp retranché, ça a été ça. Ils sont sortis en colonne, ils sont montés dans des camions qui les ont amenés à Zeralda, où il y avait la Légion étrangère, et ils sont partis dans le Djebel. Mais là, ça a été vraiment la rupture avec le gouvernement français et avec De Gaulle surtout, quoi. Alors vous me voyez venir, Jean-Pax Meffrey. Il y a une chanson qu'on aime bien. Je vous vois venir, ouais. Alors si vous nous la chantiez maintenant, on serait absolument enchantés.
drapeau taché du sang d'Hernandez. La foule qui crie Algérie française. Les civils en armes derrière des pavés. Je suis dans l'enceinte du camp retranché. Il y a quelques heures, une fusillade a semé la mort chez mes camarades. Venant du forum, avec leurs fusils, des hommes casqués ont tiré ici, sur cette esplanade, et des barricades se sont élevées. Flotte le drapeau taché. Lorsque le FM crachait ses balles, les pieds noirs chantaient l'hymne national. Un homme parlait du haut d'un balcon. Alger se levait contre l'abandon. La nuit qui commence sera difficile. Des hélicoptères survolent la ville, où des soldats crient, des enfants ont peur, où des femmes prient, et des hommes meurent sur cette esplanade, où des barricades se sont élevées. Pleure le drapeau français. Merci beaucoup Jean-Pax. Donc après cette fameuse semaine des barricades, le temps avance et voilà, on arrive à ce fameux putsch d'Alger. Alors j'aimerais, j'en sais bien que vous nous le racontiez très rapidement parce que je vois l'heure qui passe est déjà avancée et je voudrais qu'on évoque aussi évidemment la fin et le départ des Français d'Algérie ainsi que des Harkis. Cette opération des généraux qui a été extrêmement manquée, la description que vous en faites dans votre ouvrage, presque on aurait l'impression d'une opération pied nickelé. On a l'impression qu'ils se sont lancés dans cette opération sans s'assurer finalement que déjà l'ensemble des armées, enfin de l'armée qui était sur place allait les suivre. Et puis par ailleurs, ils n'avaient rien préparé sur un plan politique. C'est assez surprenant. J'ai beaucoup de respect pour la carrière militaire. En effet, des grands généraux qui ont fait le putsch, j'ai moins d'estime pour leur talent politique. Voilà. Si on analyse froidement, lucidement, avec tout ce que ça de douloureux, tout ça, bien sûr, mais enfin, ça n'a pas été pensé politiquement. Il n'y avait pas d'issue politique derrière. D'abord, militairement, ils ont surestimé leur capacité à tenir le terrain. Voilà. Et donc, on voit, c'est très dramatique. Enfin, c'est pratiquement le deuxième jour du putsch. Ils téléphonent partout, ils font le tour des unités, et puis il y en a qui, par hasard, il y en a les officiers qui ont la grippe, l'autre, par hasard, ils sont partis en permission, le troisième, c'est sa maîtresse, enfin, je veux dire, tout le monde se débine. Le patron du premier rep avait la grippe et est parti en permission. C'est pour ça que c'est comme ça que de Saint-Marc s'est retrouvé officier commandant. Donc on se heurte là. Enfin, on se heurte, c'est en réalité, on se heurtait au légalisme de l'armée française et que très peu d'officiers ont fait le pas que faisait Saint-Marc en disant c'est de l'aventure. Voilà. En plus, objectivement, si vous voulez, il y a un paradoxe, c'est qu'au fond, c'est des semi-putschistes parce que jamais les putschistes d'Alger n'ont eu l'intention de prendre le pouvoir à Paris. En fait, leur intention, c'est de dire on tient Alger, on termine la guerre,
on élimine le FLN et puis après, tout recommence comme Ce avant. que disait Charles, je voulais lui apporter l'Algérie sur un plateau Voilà. d'argent. Mais ça supposait que l'Algérie se coupe de la métropole pendant 6 mois. Ce qui était absurde, d'abord. Enfin, ça ne tenait pas politiquement. D'abord, ils n'avaient pas les moyens. Ils ont eu un problème financier immédiat. Enfin, il y a un officier supérieur qui avait été nommé grand argentier, et puis il s'est aperçu qu'en admettant que ça ait marché, il fallait qu'ils assurent les salaires des fonctionnaires, etc. Ils n'avaient pas d'argent. Enfin, je veux dire. Donc, l'histoire n'avait pas été pensée politiquement. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, il y a beaucoup de ultras de l'Algérie française qui ont même après, en privé ou par écrit, sont assez francs sur le réalisme de ce putsch. C'est un putsch. Alors tout ça est sublimé par Saint-Marc parce que c'est l'homme qui a tout donné, qui s'est sacrifié. Voilà. Et comme il écrivait ça magnifiquement, on voit ça très bellement. Mais c'est une histoire qui est ratée dès le départ. Hein. Il n'y a pas eu de mort en tout cas. S'il y en a eu un. Oui, un, je crois. Oui. Oui, mon adjudant-chef qui était... Voilà. Mais Ils se sont tirés dessus par c'est erreur. vraiment pas... Voilà. Ouais. Mais alors, vous, Jean-Pax Meffray, il faut quand même le dire, vous avez participé à ce putsch. Et alors, dites Il faut tout dire, quoi. Alors voilà, parce que c'est quand même assez... J'ai découvert ça dans votre livre. Racontez ce que vous avez fait le jour du putsch. C'est quand même extraordinaire. Ben moi, je me suis retrouvé donc là, dans quand il y a un coup d'État comme ça, il y a des prises de pouvoir, on prend l'armurerie, la police, enfin le commandement, quoi, et la maison de la radio. Et l'homme qui avait été chargé par le colonel Lacheroy de s'occuper des médias et de la maison de la radio, c'était M. Rosfelder, qui était un garçon qui, au 13 mai 58, avait fait la même opération pour De Gaulle. Il avait pris Radio Alger pour... Donc, évidemment, le personnel les journalistes de Radio Alger, c'était pas l'ORTF, c'était Radio France, étaient tout à fait opposés à l'arrivée des putschistes et ne voulaient pas collaborer avec eux. Donc, ils ont laissé tout ça en plan. Les secrétaires sont partis et plus de journalistes, il n'y avait plus rien. Donc, ils cherchaient des personnes, quelqu'un, en tout cas, de confiance pour lire des communiqués, savoir rédiger les communiqués et les lire. Et Rosfelder, il dit, c'est dommage, il nous faudrait quelqu'un qui ait une voix qui passe comme ça sur l'antenne, qui soit assez chaude. Et un garçon qui était en 4e année de médecine et qui dit, moi, j'ai quelqu'un comme ça. Ah bon? Et il dit, il est où? Et il dit, on peut le joindre, mais il faut le faire venir tout de suite. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à 16 ans et demi, même pas et demi encore, dans un studio où je lisais les communiqués donc des putschistes et je rédigeais d'autres dépêches. Et ce qui était le plus amusant, c'est qu'on faisait l'intoxication, c'est le colonel Lacheroy, qui était le chef des services psychologiques de l'armée quand même, avait lancé l'histoire des messages. Donc c'était des messages bidons qu'on envoyait. Le crapaud va sortir de la glaise. Et à Paris, ils prenaient ça pour de bon, contents. Et c'est comme ça qu'ils ont pensé que les paras allaient sauter sur Paris. Et que Michel Debré a dit, allez-y, à pied, à cheval, en voiture, leur dire qu'ils font une erreur. Enfin bon. Et voilà comment ça s'est passé les quelques jours. Ça a duré 3 jours, mais c'était 3 jours intenses, parce qu'on voyait ces hommes qui étaient quand même de grands soldats, de grands officiers qui venaient parler à la radio, et qui essayaient de convaincre ceux qui finalement s'étaient désistés, qui essayaient de les convaincre que ça valait la peine, qu'il fallait sauver l'Algérie. Et c'est là où je voyais le désespoir sur le visage de ces hommes qui souvent s'étaient conduits de façon héroïque à Dien Bien Phu. Certains étaient des rescapés des camps de la mort Viet Minh. Et ça a été un grand moment pour moi d'être au contact de ces êtres fiers et pleins de promesses et qui traînaient des chapitres d'histoire. Alors, ce putsch, en fait, donc, va être manqué. D'ailleurs, très rapidement, tout le monde va être mis aux arrêts, même Jean-Pax Meffray. Vous avez fait votre premier séjour en prison. Ouais.
Non, j'ai vu surtout ce qui était plus la prison, bien sûr, mais il faut savoir que la garde à vue, à l'époque, c'était 15 jours. C'était l'article 16, quoi. C'était comme au Japon, en fait. C'était comme au Japon. Mais j'avais pas le compte en banque de... Alors, qu'est-ce qu'on vous a fait pendant 15 jours? Des interrogatoires Ouais, non, même pas. Ils m'attendaient. Parce que c'était des policiers pieds noirs, quand même, hein, qui... mais c'était un peu... Il y avait des organisations aussi de l'autre côté. Enfin, participer au putsch, ça signifie... En inculpation, c'est quand même assez grave. C'est participation à un mouvement insurrectionnel, c'est intelligence avec les chefs d'un... Enfin, il y a 14, 15 chefs d'inculpation, il y en a bien une dizaine qui demandent la perpétuité, quoi. Ah, quand même. Vous n'aviez peut-être pas conscience de l'acte que vous commettiez. Si on devait lire le code pénal avant de faire quelque chose... J'accélère un peu, donc voilà, effectivement, les accords d'Évian du 18 mars 62 arrivent. On va dire que De Gaulle signe un traité avec le FLN ou ses représentants. Et donc pendant cette période va se créer un autre groupe, si j'ose dire, terroriste. Alors peut-être que tout le monde ne le présentera pas de cette façon-là, l'OAS, qui va finalement lui aussi adopter des méthodes relativement contestable. Enfin, je pense que Jean-Pax Meffreux aura sûrement son avis sur le sujet, mais l'OAS va aussi commettre des attentats très meurtriers. C'est vrai que les partisans de l'Algérie française ont tendance aussi à l'oublier, c'est que l'OAS n'a pas fait des choses que très, très propres, toujours. Et dans ce contexte, on va avoir des centaines de milliers de familles pieds noirs qui vont devoir quitter l'Algérie parce qu'en réalité, elles étaient en danger de mort, abandonnées par le pouvoir. Pieds noirs, mais aussi harkis. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, Jean Sévillia? Et ensuite, Jean-Pax Meffreux, vous nous direz un peu comment vous l'avez vécu à cette époque-là. Oui, alors attention à la désinformation. Les pieds noirs ne sont pas partis à cause de l'OAS. Non, ce que j'allais dire. Ça, c'est la version FLN ou la version politiquement correcte de l'histoire. l'histoire. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et c'est au contraire, l'OAS au départ empêchait les pieds noirs de partir d'ailleurs. Les accords sont signés le 18 mars, l'accord d'Évian. Ce sont des accords dans lesquels on a lâché énormément. Le Sahara. On a lâché le Sahara. Enfin, on n'entre pas dans les détails, sinon on va prendre trop de temps. Voilà, ce sont des accords favorables où, disons que les intérêts français n'ont pas été garantis. Et notamment, ce qui n'a pas été garanti, ce sont les intérêts de la communauté française d'Algérie. Voilà. Donc, le 19 mars a lieu le cessez-le-feu, mais dans la pratique, ce cessez-le-feu ne met la fin absolument pas au feu. Les attentats du FLN continuent. Et attentat contre attentat, l'OAS aussi fait des attentats. Là, l'OAS est une nébuleuse. Il y a il y avait un chef nominal qui était Salan dans la clandestinité, dans la pratique, c'était une succession de réseaux et de petits chefs où chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait de son côté. Voilà. Donc il y a eu le pire et le meilleur qui s'est retrouvé au sein de l'OAS. Bon. Mais donc dans une ambiance extrêmement plus que tendue, là on tourne vers l'apocalypse, et là il y a une politique qui est mise en œuvre par le FLN, par certains réseaux du FLN. Alors, le FLN se défend en disant c'est pas nous, c'est une partie de... L'histoire est complexe, il y a un débat d'historiens là-dessus, mais toujours est-il qu'il y a une politique systématique qui se met en place à partir de mars 62, qui est celui des enlèvements d'Européens. Et ces enlèvements consistent donc à enlever des gens. Il y a à peu près 1100 personnes qui ont été enlevées sur la période mai, juin 62, des Européens qui sont enlevés, qui disparaissent, qui sont assassinés, on ne les voit plus. Voilà. Et donc cette politique-là, les Français d'Algérie ont compris que les accords d'Évian ne leur étaient pas favorables. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas de garantie sur l'avenir, notamment sur l'avenir de leur nationalité, qui était plus, quel était leur statut dans une Algérie qui allait devenir indépendante, et une politique d'enlèvement qui déclenche un mouvement de panique. Et donc les Français d'Algérie vont partir massivement entre mars et juin 62. Alors c'est une communauté qui était de 900 000 personnes à l'origine. Déjà, les départs ont commencé en 60, 61, mais entre mars
Et juin 62 partent à peu près 600 000 personnes. Voilà, 600 000 personnes. Ce sont les bateaux qui ont eu tout à l'heure. Comme je l'ai dit au début, c'est une population extrêmement modeste, contrairement à ce qu'on croit. Les grandes fortunes, elles avaient mis leurs avoirs à l'abri très longtemps à l'avance. Elles étaient déjà parties. Ce sont des petites gens qui partent avec leurs valises. Voilà. Donc c'est cette chose dramatique, voilà, de tout un peuple, d'une communauté française qui part en laissant tout derrière elle, en perdant tout. Elle ne sait pas encore qu'elle va tout perdre. Et encore au départ, ils ont un peu d'espoir, ils ne savent pas, parce que finalement, il va s'avérer qu'ils ne vont rien retrouver. Mais c'est le déchirement. Au départ, souvent, c'est souvent les femmes, les enfants qui partent. Et souvent, les hommes se disaient, voulaient partir qu'à l'été, au moment des vacances. Voilà. Bon. Et donc, c'est un exode qui n'a absolument pas été préparé par les pouvoirs publics. Et ce qui est là où est le drame, c'est qu'ils sont accueillis, ils ne sont pas accueillis en France. Voilà. Donc, il y a toute la propagande qui marchait. Qui On était dit il y a beaucoup de pieds noirs qui arrivent d'Algérie parce que c'est les vacances. Voilà, oui, c'était une explication donnée à part de, et donc, ils ne sont pas accueillis. Il y a la fameuse phrase de Gaston Defferre. Est-ce que certains avaient encore de la famille en France? Très peu. Très peu. D'abord, 2 tiers de pieds noirs ne sont pas des Français d'origine, oui. Ce sont des Italiens, des Italiens, Espagnols, des Maltais. Voilà. Non, ils arrivent Arméniens. en France. Ils arrivent en France, ce qui est leur pays, mais qui est un pays qu'ils ne connaissent pas. Souvent, beaucoup ne sont jamais allés en métropole, n'ont pas de famille. Ceux qui sont venus, c'était en 40. Oui, voilà, au moment de la guerre. Voilà. Et donc, ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas et où rien n'a été préparé pour l'accueil et où ils sont accueillis comme des chiens. Il y a la fameuse phrase de Gaston Defferre, maire de Marseille, que le pied noir aille se réadapter ailleurs. Voilà. Il y a l'action qui est très, très, très forte. Et puis il y a tout ce qu'on leur fait, les cadres de déménagement qu'ils ont prolongés par la CGT. Les dockers de Marseille, de la CGT du port de Marseille, qui, pour ceux qui avaient réussi à passer des containers, trempent les containers dans l'eau, parfois les balancent complètement. J'ai appris ce que j'ignorais, je ne sais pas si tu le sais, Jean-Pac, il y a 6 mois, on a remonté du fond du port de Marseille une valise qui était au fond depuis 62. Ah oui, c'est très émouvant ça. Hein. Oui. Qui était le contenu était à peu près intact, la valise était étanche. Voilà. Donc ce sont des milliers de drames humains et des drames humains qui ne vont pas être connus. Non, j'allais dire, vous êtes parti, votre famille est partie aussi à cette époque-là Maman et mon petit frère. Et alors les harkis? Les harkis, c'est après l'indépendance. Donc les harkis sont considérés par le FLN comme des traîtres, puisqu'ils ont collaboré avec le colonisateur. Et donc le FLN attend l'indépendance, qui a lieu le 3 juillet 62. Et à ce moment-là, donc, vont commencer des massacres, c'est-à-dire des représailles à l'égard des supplétifs musulmans. Alors, à peu près, les officiers français qui avaient des harkis sous leurs ordres, beaucoup ont senti le vent tourner avant, ont essayé d'en faire passer, en dépit des ordres officiels. Alors, les ordres officiels autorisaient, sous d'extrêmes conditions, qu'on puisse en laisser passer quelques-uns, ceux qui étaient vraiment menacés. Mais dans la pratique, on sent qu'il y a une volonté du pouvoir politique, du gouvernement du général de Gaulle, d'empêcher cela. Il y a de nombreuses directives gouvernementales. Il y a des harkis qu'on a réussi à faire passer la Méditerranée, qu'on a contraint à repartir dans l'autre sens. Où ils ont été fusillés en et ils ont été assassinés en arrivant en Algérie. Donc voilà. Alors donc je commence la pointe extrême du massacre des harkis, c'est l'été 62 jusqu'à novembre, la fin de l'année 62. Historiquement parlant, il faut être prudent avec les chiffres. On ne peut pas donner de vrais chiffres. Il n'y a aucun chiffre qui soit réellement fondé parce qu'on n'a pas des preuves. Et alors, souvent, il y a des gens très bien intentionnés qui en rajoutent. Voilà. On lit parfois le chiffre de 250 000 harkis, qui est un chiffre pratiquement supplémentaire au nombre de supplétifs musulmans qui existaient encore à ce moment-là. Non, on peut pas quantifier. Voilà. Est-ce que c'est 10 000 ? Est-ce que c'est 20 000 ? Est-ce que c'est 30 000 ? Est-ce que c'est 50 000, 80 000 ? On n'en sait rien. On ne peut pas le prouver scientifiquement, au sens où historiquement parlant. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que c'est une tragédie et que ces meurtres ont eu lieu dans des conditions abominables.
Ça, on a des témoignages, on a même des photos, je veux dire, des sévices absolument abominables. Et tout ça se déroulant alors que l'armée française, qui est encore sur place, puisque l'armée française n'a quitté l'Algérie qu'en 1964, dernières unités, et l'arme au pied, puisqu'elle a l'ordre de ne pas bouger. C'est comme ça qu'il y a eu aussi un massacre à Oran le 5 juillet 62, d'Européens, 600 Européens massacrés, l'armée française restant arme au pied parce qu'elle avait les ordres. Donc c'est une tâche absolument abominable sur l'histoire de France. L'armée française, la France, enfin, c'est pas l'armée d'ailleurs qui n'est pas, c'est l'armée, enfin la France a abandonné des hommes qui s'étaient battus pour elle. Et pour vous, c'est la responsabilité du général de Gaulle, ça, Alors De Gaulle, à l'égard des Pieds Noirs, est un sentiment glaçant. C'est-à-dire qu'il est d'une indifférence à l'égard de leur sort qui est saisissant d'indifférence, de dureté même, et qui a même choqué des gaullistes. On a pas mal de phrases, de textes de gaullistes, père-fils, etc., de gens qui étaient archi-gaullistes, qui soutenaient la politique du général de Gaulle, mais qui étaient frappés par la dureté que de Gaulle mettait. C'est « vous souffrirez », eh bien oui, vous souffrirez. La Radji, oui. La Radji, voilà, il reçoit vous allez souffrir. Quelqu'un vient lui dire qu'il a eu 30 membres, 12 membres de sa famille assassinés, eh oui, vous allez souffrir, c'est comme ça. Souffrir. Voilà. Donc c'est glaçant. Et alors les harkis n'en parlent pas, ça n'existe pas pour lui. Pratiquement, on a 2 phrases de Gaulle sur les supplétifs qui sont des vagues auxiliaires. Est-ce qu'il les voyait pas certains disent qu'il les voyait comme des collabos en fait. Alors De Gaulle, non, mais dans l'esprit de De Gaulle, qui ne croyait pas De Gaulle n'a jamais cru à l'assimilation de l'Algérie à la France. Ouais. Et pour lui, un harki, c'était un Algérien, c'était un musulman, et la place d'un musulman, sa place était en France. En Algérie, pardon, et pas en France. Voilà. Donc, pardon pour le lapsus. Oui. Il est totalement... Alors oui, il y a une responsabilité politique du gouvernement du général de Gaulle dans le massacre des harkis. Elle est évidente, historiquement parlant. Oui, elle est établie. Oui. Alors elle est évidemment dissimulée, mais enfin, elle est établie. Oui. Alors vous, Jean-Pax, vous êtes engagé, je ne sais pas si on peut trahir, je ne sais pas si c'est un secret, mais c'est su, vous êtes engagé au sein de l'OAS. Pourquoi vous avez pris cet engagement-là ? À cette époque-là, vous étiez encore très jeune. Vous avez eu aussi ressenti cette volonté de défendre... Oui, c'est pas au sein de l'OAS, c'est au sein de l'Algérie française. C'est pas la même chose. Mais pourquoi ? Parce que c'était... Quand vous êtes entouré, quand vous fréquentez des gens, quand vous côtoyez des gens comme de Saint-Marc ou La Chauroy ou enfin d'autres capitaines que j'ai connus... C'était le sort de l'Algérie qui se jouait, alors pas pour sauver l'Algérie, mais enfin, on essayait de sauver l'honneur, quoi, c'est tout. Et vous êtes resté jusqu'en quelle année, en fait, vous, en Algérie ? Parce qu'après, vous avez été, je crois, arrêté et emprisonné à la santé. Je crois, vous croyez bien. Vous êtes informé, oh. Mais non, je suis parti avant l'indépendance, moi. Oui. Je suis parti avant l'indépendance et j'ai regardé tout ça, j'ai suivi tout ça en cellule, quoi. Et le plus terrible, c'était que le courrier n'arrivait pas, la population, il n'y avait plus de facteurs dans Alger qui ne distribuaient pas, il fallait aller à la poste parce que les Pieds Noirs avaient enlevé le nom des rues. Des plaques de rue pour pas que les gendarmes mobiles, parce que c'est eux qui tenaient la ville, quoi, et qui perquisitionnaient, qui allaient faire les arrestations, pour pas qu'ils puissent se retrouver, enfin en tout cas pour gêner leur déplacement. Et là, les magasins étaient fermés, enfin c'était une situation terrible. Et ma mère est arrivée avec mon frère, elle a voyagé à fond de cale d'un bateau qui les a amenés à Port-Vendre. Et à Port-Vendre, la CGT empêchait les bateaux qui venaient d'Algérie d'accoster. Donc ils sont repartis en haute mer, où ils ont attendu 2 jours, puis ils sont revenus. Et finalement, elle a obtenu un billet de 4e classe, c'était, pour prendre un train avec mon frère qui avait 9 ans. Et ils ont fait le long voyage pour aller me voir. J'étais à Rouen, moi. La prison de Rouen. Et là, elle a été prise en charge par des
la Croix-Rouge d'abord, et puis par des Rouennais qui avaient été touchés par le drame des Pieds Noirs et qui les accueillaient chez eux, quoi. Et elle s'est retrouvée comme ça. Mais bon, l'argent qu'elle avait en liquide n'était plus valable, c'était de l'argent de la Banque d'Algérie. Les banques, c'était plus la peine d'en parler, donc elle avait juste il y a un pécule que le gouvernement français donnait, enfin une espèce d'aumône. Et donc pour venir me voir, pour économiser de l'argent, elle a traversé la ville à pied avec mon frère, qui s'en souvient encore, et elle revenait. Et quand j'ai écrit le livre L'été et les malheurs, j'ai voulu voir combien ça faisait. Et ça faisait 3 km aller, 3 km retour qu'elle faisait chaque jour pour venir me voir 20 minutes. Et elle a vraiment beaucoup souffert de tout ça. Et d'ailleurs, chez elle est partie assez tard, hein, à 90 ans. Mais sa chambre, c'était une chapelle, quoi. Il y avait les souvenirs d'Algérie, il y avait des photos, il y avait une photo qu'elle avait entourée avec un cercle, parce que ça indiquait la maison, et elle vivait là-dedans, quoi, dans les souvenirs. Et c'est ça qui est terrible. Pour beaucoup de Pieds Noirs, ça a été terrible, parce qu'ils sont repartis à zéro. Il a fallu acheter des fourchettes, des cuillères, enfin, qui avaient déjà des gens qui avaient une quarantaine, cinquantaine d'années. Ils repartaient à zéro. Et puis en plus, ce qu'on avait, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été l'hiver le plus dur, l'hiver 62. Et quand il faisait 10 degrés en Algérie, il faisait froid, là il faisait moins 15. Donc ça a été en plus, pour nous, un autre coup du sort, quoi. Avant de conclure, j'aimerais que vous interprétiez... Encore ? Ouais, allez, une dernière fois, ce fameux été 62. L'été 62, sur les quais du chagrin, vous n'étiez pas nombreux à nous tendre la main. Nous sortions en colonne des cales des bateaux, la douleur uniforme et le cœur en lambeaux. Je me souviens ce que disait ma mère. C'est le destin, il va falloir s'y faire. Je me souviens. Oui, mais sans vous, nous n'aurions pas eu la force de supporter les coups. Oui, mais sans vous, dans ce climat si féroce, je viens vous dire merci. Étrangers dans des villes qui nous tournaient le dos, logés dans des asiles qui nous glaçaient les os, nous vivions nos tourments sans trop pouvoir les dire. À l'époque, notre accent, il faisait pas encore rire. Je me souviens ce que disait mon père. Notre chemin, il va falloir le faire. Je me souviens. Oui, mais sans vous, nous n'aurions pas eu la force de supporter les coups. Oui, mais sans vous, dans ce climat si féroce, on perdait le goût de tout. Alors, je dis merci. Je viens vous dire merci. Et pour les autres, tant pis. Il est temps de conclure. Je voudrais, Jean Sévilla, nous voyons l'actualité récente, nous l'a encore rappelé, que l'Algérie ne va pas bien.
Elle n'a désormais plus de président, plus de chef d'État. Bouteflika, qu'est-ce que vous, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour l'Algérie ? Comme beaucoup le craignent, est-ce que vous pensez que nous allons certainement accueillir massivement des Algériens dans les années à venir, compte tenu d'une crise qui va certainement très forte qui va arriver ? Voilà, comment voyez-vous tout ça du fait de ce passé algérien ? C'est un risque, ce n'est pas une certitude. Aujourd'hui, la situation est extrêmement obscure. Sur le système algérien est un système très opaque, c'est un système politico-militaire et politico-militaire économique, puisque c'est le même clan. Bouteflika a été le symbole de ce clan. Il est devenu ministre à l'été 62. Par une interruption d'une dizaine d'années, il aurait été ministre depuis. Donc symbole de ce parti FLN qui a pris le pouvoir, qui l'a accaparé en 1962, qui a après instauré une démocratie d'apparence derrière une dictature militaire qui est aussi une dictature économique, puisque l'économie algérienne, à 60% vit du pétrole, et le pétrole est propriété de l'État en Algérie, voilà. Puisque le pétrole a été nationalisé après l'indépendance. Voilà. Donc c'est un système de clans, clanique, avec des sous-clans, des rivalités qui sont historiques, puisque on n'a pas le temps, mais il y a l'histoire des purges au sein du FLN, c'est une histoire. Ils ont passé leur temps à s'épurer les uns les autres, et avec des assassinats, c'est très dur. Voilà. Donc on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. Et malgré tout, il faut quand même tenir compte de le monde a un petit peu changé. La jeunesse algérienne, la structure démographique d'Algérie est tout à fait étonnante. C'est un pays de 43 millions d'habitants, dont 45% ont moins de 30 ans. Voilà. Dans une structure démographique étonnamment jeune. Cette jeunesse-là n'a pas de contentieux avec la France. C'est ça qui, pour moi, qui est intéressant. 9 Algériens sur 10 n'ont pas connu la présence française en Algérie, vu la structure démographique du pays. Voilà. C'est un pays voisin, un pays avec lequel nous avons une relation complexe, évidemment, puisqu'il y a 5 millions en France d'Algériens et de Franco-Algériens. Vous dites qu'il n'y a pas de contentieux avec la France, mais il y a quand même beaucoup de terroristes, notamment du Bataclan, qui étaient d'origine algérienne. Je dis pas de contentieux chez les jeunes, voilà. Chez les jeunes, ils n'ont pas en soi de raison, si ce n'est que derrière, au-delà du discours officiel du FLN, crime de la France en Algérie, etc., qu'ils ont tous appris à l'école, mais dans la pratique, ils rêvent tous de venir en France. Je veux dire, donc ils rêvent pas de ça. Paradoxalement, moi, si on y regarde bien, au fond, c'est les jeunes qui vivent en France, les jeunes issus de l'immigration maghrébine, qui sont plus dans cette posture d'hostilité à la France, parce qu'ils ont compris, au fond, que c'est un système sur lequel on peut tirer des traites en France. C'est-à-dire, je suis une victime, j'ai été victime, mes parents ou mes grands-parents étaient victimes du colonialisme, donc on me doit tout, puisqu'il y a du racisme contre moi, etc. Voilà. Donc ils ont compris ça. Mais la jeunesse en Algérie même est beaucoup plus ouverte vis-à-vis de ces questions-là. Voilà. Il faudra trouver, moi je pense qu'en soi, que Bouteflika et que le système né de 62 dégage, ça me paraît une bonne chose. Maintenant, ce système est tellement assis, je ne crois pas qu'ils vont remettre la démocratie algérienne à la jeunesse dans la rue, qui est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la vision un peu jolie. Voilà. Alors, on va voir comment ça a évolué. On va voir qui va se présenter à la présidentielle, dont j'ai vu qu'elle avait été fixée au 3 juillet, je crois. C'est la date de date symbolique, d'ailleurs, qui correspond à l'indépendance de l'Algérie. Ils ont fait exprès, évidemment. On va voir qui va être candidat, qui va être élu, comment tout ça va évoluer. Je ne suis pas... Il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Je crois pas... Enfin, il faut qu'on arrive un jour à dépasser... le FLN a vécu sur un récit mythologique de la guerre d'Algérie, de la nôtre. Voilà. Pour la majorité des Algériens d'aujourd'hui, la guerre, c'est pas la guerre d'Algérie, ça, c'est la nôtre, c'est très ancien. Pour eux, c'est la guerre des années 90, qui a opposé l'armée algérienne au réseau du FIS, au réseau islamiste. Voilà. Il faudra un jour à dépasser cette relation hystérique qu'on a avec l'Algérie. Il y a beaucoup de pays qui ont accédé à l'indépendance avec lesquels on a une relation amicale. Nous ne sommes pas même des pays du Maghreb. On a une relation avec le Maroc qui est pacifiée, une relation avec la Tunisie qui est pacifiée. L'Algérie, il y a quelque chose d'extrêmement complexe, et on s'aperçoit donc que les Algériens, beaucoup rêvent de venir en France, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. En fait, l'Algérie a saboté son indépendance. Voilà. Moi, je pense que l'indépendance était inéluctable. Elle s'est passée de façon la pire qui soit, mais je pense qu'elle était inéluctable. Il aurait fallu idéalement
elle était inscrite dans le grand mouvement de l'histoire. Il aurait fallu que ça se passe pacifiquement, selon un processus étalé dans le temps, et avec le maintien sur place de la communauté française, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays d'Afrique noire. Voilà. Ça ne s'est pas passé comme ça, pour toutes les raisons qu'on a évoquées au cours de cette soirée. Voilà. Mais il faut reprendre ce colloque singulier que nous pouvons avoir avec le peuple algérien, avec lequel on a une relation d'histoire. Tout le monde a perdu dans cette affaire. La France a perdu parce qu'elle a perdu une province et dans les pires conditions qui soient, et elle a mutilé une de ses communautés, sa communauté française d'Algérie. Et puis les Algériens ont perdu quelque chose. Ils se sont, en accédant à l'indépendance, ils n'ont pas accédé à ce dont ils rêvaient. Ils rêvaient à un pays jeune, démocratique en avant. Ils sont en fait donnés à un pays, ils ont été pris par un parti unique, totalitaire, et qui en réalité a appauvri ce pays. L'Algérie est un État riche qui règne sur une société pauvre en réalité. Voilà. Donc je pense que quand cette génération-là de 62 aura dégagé, on pourra reprendre avec la population algérienne, avec le peuple algérien, un colloque qui, dans tous les cas, est inscrit dans l'histoire et dans la géographie, qu'on le veuille ou non. L'Algérie est un peuple voisin de la France. C'est quasiment un peuple frontalier parce que la Méditerranée, c'est une frontière. Jean Pax, est-ce que la blessure algérienne s'est refermée? Non, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas une blessure algérienne. Je crois que c'est un homme qui nous a donné de grands espoirs et c'est la blessure gaulliste, quoi. Parce qu'on a tous cru, du plus petit, du plus vieux au plus jeune, tout le monde était sur le forum à écouter De Gaulle nous dire que l'Algérie resterait française, et c'est une grande déception, quoi. Vous ne lui avez pas pardonné? Bon, il faut s'imaginer ce que c'est quand on doit quitter un pays dans les 24 heures ou les 48 heures et abandonner tout. Toute une vie, 2, 3 générations, et on s'en va. Et pour maman, ce qui était le plus dur, par exemple, c'était de laisser sa petite fille, ma sœur, qui était au cimetière. C'est-à-dire qu'on a laissé nos morts là-bas aussi. Mais les tombes après ont été profanées, évidemment. Et tout ça, c'est le résultat d'une fausse promesse, quoi. Et ce pays qui n'existe plus, il vous manque? Oui, dans l'imaginaire maintenant. Hein. Mais je suis content d'y être né, d'y avoir vécu en tout cas. Et d'avoir forgé mon caractère. Eh bien, c'est sur ces belles paroles, Jean Pax, qu'on va finir cette soirée. Et je crois que Jean Pax a une petite et dernière surprise pour vous. Elle avait les cheveux blonds fous, Véronica. Les yeux bleus tristes et un air doux, Véronica. À Berlin-Est, elle crée les allées. Lorsque je l'ai rencontrée, je me suis approché d'elle, Véronica. J'ai trouvé qu'elle était belle, Véronica. Sous ses gants de laine usés, j'ai caressé de petits doigts, froids comme ce mur. Toi, souviens-toi John Kennedy, une journée de juin, le 10, devant le mur hérissé de barbelés, s'est écrié: moi, je suis berlinois. Quand il parle humanité, je pense à toi, qui vivait de l'autre côté de ce mur-là, et qui rêvait un jour d'aller respirer le parfum de la liberté. Elle avait les cheveux blonds fous, Véronica, les yeux bleus tristes et un air doux, Véronica. À Berlin-Est, elle balayait les allées.
Elle a voulu s'évader. Aujourd'hui, il ne reste rien de Véronica. Un peu de terre, une petite croix de bois. La rose rouge et l'œillet sont fanés près de ce mur droit, ce mur froid. Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Rose rouge et l'œillet sont fanés près de ce mur froid, ce mur droit, toujours berlinois.